Merci pour l'invitation. Oui, je suis professeure à l'Université de Sherbrooke, en fait, depuis un an. Donc, c'est assez récent. Je m'intéresse à tout ce qui touche la collaboration école, famille, communauté. Donc, comment le milieu familial peut favoriser l'adaptation de l'enfant à l'école, donc son engagement scolaire, sa réussite scolaire. Et dans ce thème-là que je suis ici. Donc, je vous partage mon écran pour la présentation. Donc, soutenir l'engagement de son enfant, stratégie et ressources pour parents. La présentation va se diviser en 4 grands temps. Donc, tout d'abord, on va parler de l'engagement scolaire, puisque c'est ce qu'on vise avec notre enfant là, à l'école. Donc, l'engagement scolaire, on va voir ensemble ce que c'est. L'implication parentale, le contexte migratoire, donc pour les familles immigrantes, là, qu'est-ce qui se présente là, par rapport à l'implication parentale de manière plus spécifique. Et en temps de COVID-19, donc la dernière année a représenté une période de défi pour les familles avec des enfants à l'école, là, que ce soit la réalité de l'école primaire ou de l'école secondaire, donc deux réalités distinctes, mais qui représentent chacune certains défis. On va aborder également ça. Puis à la fin, tout au long de la présentation, parfois je vais vous dire d'aller consulter des ressources, des choses comme ça. Donc, je vais en nommer quelques-unes pendant la présentation, mais à la fin de la présentation, on va voir une liste de ressources là, qui peuvent être consultées là, pour accompagner les parents, là, donc vous accompagner dans le soutien qui est donné à l'enfant pour l'école. Donc, l'engagement scolaire. L'engagement scolaire, souvent, on va davantage entendre là, ce qui renvoie au décrochage scolaire. Donc, le décrochage scolaire, c'est ce qu'on espère éviter. Donc, qu'est-ce que le décrochage scolaire? La définition ici du décrochage scolaire renvoie à un jeune qui n'est pas inscrit à l'école et qui n'a pas obtenu de diplôme ou de qualification jusqu'à ce moment-là. Donc, pour la nouvelle année scolaire, il ne sera pas inscrit, mais ce n'est pas parce qu'il va avoir obtenu son diplôme d'études secondaires ou une qualification, comme par exemple un diplôme professionnel là, auparavant. Donc, dans ce cas-là, on va parler de décrochage scolaire. Qu'est-ce que le décrochage scolaire? Comment que ça se présente dans la vie de l'enfant? Donc, le décrochage scolaire, ce n'est pas nécessairement une situation, en fait, c'est loin d'être une situation unique. Le décrochage scolaire, c'est un long processus, c'est un long cheminement qui est complexe, il y a toutes sortes de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc, on peut avoir autant de situations différentes qu'on a de jeunes qui peuvent avoir décroché. Donc, c'est vraiment complexe et c'est vraiment très, très diversifié. Il y a des facteurs personnels, familiaux, sociaux et scolaires là, que j'aurais pu écrire qui peuvent favoriser qui peuvent augmenter en fait le risque de décrochage scolaire. Côté personnel, qu'est-ce qu'on peut retrouver chez un jeune qui peut favoriser qui peut augmenter son risque de décrochage scolaire? Un jeune, par exemple, qui va avoir une faible estime de lui-même. Un enfant qui n'aura pas nécessairement confiance en ses capacités. Un enfant qui va avoir des difficultés comportementales à l'école. Un jeune qui n'aura pas nécessairement une vision de son avenir. Donc, on remarque que quand le jeune a une idée de ce qu'il veut faire plus tard, ça va souvent favoriser sa réussite, son engagement, parce qu'il y a un objectif. Il veut poursuivre ses études pour aller chercher cet objectif-là. Donc, lorsque le jeune ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire plus tard au secondaire, ça peut représenter un facteur de risque. Du côté familial, on va parler d'une famille où est-ce que, par exemple, le style, ce ne sera pas un style qui est démocratique dans la relation parent-enfant. Donc, soit on va voir dans des milieux plus permissifs ou des milieux un petit peu plus autoritaires, là, où est-ce que le jeune peut parfois, là, ça peut augmenter son risque de décrochage scolaire. Des milieux où est-ce qu'il va y avoir peu d'encouragement, peu de félicitations qui est donné à l'enfant. Un milieu où est-ce que les punitions vont être utilisées si l'enfant a de la difficulté à l'école, s'il y a des résultats scolaires qui sont plus faibles. Également un milieu familial où est-ce qu'on va voir beaucoup de conflits, des difficultés de collaboration entre les parents et l'enfant. Par exemple, lorsque l'enfant fait face à un problème. Donc, il ne retrouvera pas nécessairement un soutien adéquat, un soutien qui est facilitant là, pour lui auprès de son parent.
Puis bon, du côté de l'école, le point qui nous intéresse surtout, il y a tout ce qui est aspect climat de classe et tout ça, mais surtout ce qui va nous intéresser ce soir, c'est tout ce qui renvoie à la relation avec les proches, avec les autres élèves. Donc, la relation avec les pairs, l'affiliation, le sentiment d'appartenance avec les jeunes de l'école. Donc, tout ça, c'est tous des facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte, mais ce n'est pas parce qu'un facteur fait partie de la vie de l'enfant que nécessairement l'enfant va se diriger vers le décrochage scolaire. Donc, c'est toujours, ça augmente la probabilité, ça augmente le risque, mais ce n'est pas linéaire, ce n'est pas une relation causale. Ce n'est pas parce que c'est là que nécessairement on va avoir le décrochage scolaire. Dans plusieurs cas, les jeunes vont faire face à plusieurs de ces facteurs-là, mais vont quand même obtenir leur diplôme d'études secondaires. Donc, c'est vraiment très du cas par cas, donc très unique là, à chaque situation. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a tous ces facteurs-là, en fait? C'est que la vision de l'école pour l'enfant, l'école pour lui va lui apparaître comme quelque chose soit de difficile, hors de sa portée ou au-delà de ses capacités. Dans certains cas, on est allé voir des jeunes qui avaient décroché, puis on a essayé de faire le récit de vie, donc de voir l'historique du jeune jusqu'au décrochage scolaire. Puis ce qu'on s'apercevait, c'est qu'avec tous les événements auxquels ils avaient fait face, puis là, je dis tous les événements parce que souvent, ça va partir dès l'enfance, mais à d'autres moments aussi, ça peut être un seul événement qui est arrivé vers la fin, par exemple, du secondaire, puis oups, à cause de cet événement-là, le jeune, ça allait bien jusqu'à ce moment-là, mais cet événement-là a tellement été significatif dans la vie de l'enfant, du jeune du secondaire, en fait, qui a abandonné l'école. Donc, il y a cette vision-là de l'école qui est difficile, qui est hors de sa portée, qui est au-delà de ses capacités, qui s'inscrit là, dans les pensées du jeune, ce qui va avoir une influence sur sa réussite. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir chez le jeune que des fois, ça doit éveiller là, certains signaux d'alerte. Si, par exemple, mon jeune, ça va bien à l'école, tout va bien, puis à un moment donné, ben, il y a quelque chose qui apparaît. Donc, qu'est-ce qui devrait être un signal d'alerte que, oups, il faudrait là, que je porte davantage attention, que je donne encore plus de soutien ou que peut-être même j'aille m'informer là, auprès des gens qui travaillent avec mon enfant là, à l'école. Donc, les 3 signes précurseurs, l'absentéisme, donc un enfant qui commence à manquer de l'école une journée semaine ou une journée sans que ce soit motivé, là, sans que ce soit parce qu'il est malade ou qu'il y a un rendez-vous ailleurs qu'à l'école. Donc, le jeune qui commence à manquer des cours. Des fois, ça va commencer par un seul cours. Puis, oups, avec le temps, au bout de 2-3 mois, c'est une journée ou une demi-journée. Oups, ça avance, puis on augmente encore. Donc, si ça continue à augmenter, on se dirige tranquillement là, vers un risque de décrochage scolaire qui est plus important. Une diminution du rendement scolaire, donc de suivre les résultats scolaires de l'enfant, puis si on remarque une diminution, donc de donner un soutien, un encadrement, on va le voir plus tard, là, comment on peut s'y prendre pour que ça se passe bien avec l'enfant. Donc, diminution du rendement scolaire, aussi les comportements en classe. Donc, un jeune que ça allait bien à l'école, puis oups, il commence à déranger, l'enseignant m'appelle, puis il me dit « Ah, c'est plus difficile dans la classe, moins attentif, plus effacé, lève moins souvent la main. » Ses devoirs ne sont pas faits. Donc, tout ça, c'est des petits signes là, qui disent « Oups, faudrait donner un plus grand regard là, auprès du jeune. » Donc, le décrochage scolaire. Il y a, je vous parlais de plusieurs facteurs et tout ça, mais il y a quand même certains profils. Là. Ça va aussi avec les signes précurseurs. Donc, un enfant là, qui va avoir des problèmes de comportement, ça peut être un profil là, plus à risque pour le décrochage scolaire. Un jeune qui va avoir peu d'intérêt, peu de motivation, notamment, je vous parlais d'un jeune qui n'a pas nécessairement un objectif pour plus tard. Qui ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie. Donc, pour ce jeune-là, c'est un des profils types là, du décrochage scolaire. Un jeune qui va démontrer des signes de dépression, donc qui est côté émotionnel, aussi l'anxiété, tout ça. Ça aussi, ça va être un autre profil là, où est-ce qu'il va falloir donner des ressources, entourer l'enfant de ressources pour que ça se passe mieux, pour qu'il puisse continuer à s'engager à l'école. Mais il y a aussi un autre profil qui est, il l'appelle les conduites antisociales cachées, c'est-à-dire le jeune, lorsqu'on le regarde, tout semble bien aller, mais tout se passe plutôt en arrière, dans les coulisses. Donc, on ne voit pas que l'enfant ne va pas bien, que ça ne va pas bien à l'école. Donc, ce qu'on voit, c'est que les résultats sont là, il est présent à l'école, ses comportements en classe, ils vont bien, mais c'est plutôt en dehors de la classe que ça se passe. Par exemple, le jeune développe des relations amicales avec des jeunes qui sont
plus déviants, qui sont un petit peu plus éloignés de l'école, qui commencent eux aussi à décrocher. Donc ça, parfois, le parent n'en a pas conscience et ça aussi, ça représente un risque parce que justement, vu qu'on n'en a pas conscience, c'est difficile d'encadrer l'enfant lorsque le besoin devient plus grand. Donc, c'est d'autres points qu'on va aborder aujourd'hui. Pourquoi on veut éviter le décrochage scolaire de notre enfant? Le décrochage scolaire, là, un jeune qui n'aura pas son diplôme d'études secondaires ou qui n'aura pas de qualification, c'est sûr que ça va représenter un risque là, par rapport à la stabilité d'emploi. Donc, une précarité d'emploi, ça va être plus difficile de se trouver un emploi, mais aussi une fois que que le jeune en fait rendu là, lorsqu'il va avoir son emploi, ça va être des emplois où est-ce que ça va être plus précaire. Donc, soit des horaires coupés, des emplois à temps partiel ou à contrat, où est-ce que le jeune, il va falloir qu'il change d'emploi plus souvent, il va avoir des horaires plus irrégulières. Donc, tout ça fait en sorte que le jeune va avoir de la difficulté à retrouver une stabilité, ce qui peut entraîner des problématiques quant à la santé, autant physique que mentale, peut entraîner du chômage, des périodes de chômage qui représentent un stress pour la personne. Donc, tout ça, là, le décrochage scolaire peut être un avant-coureur de ces répercussions-là. C'est pour ça qu'on veut chercher à ce que le jeune reste à l'école jusqu'au diplôme ou jusqu'à la qualification. Et donc, la persévérance, mais aussi ce qu'on appelle l'engagement scolaire. Je ne sais pas si l'engagement scolaire, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu comme mot. Donc, on l'entend souvent là, dans le milieu scolaire, mais moi, je suis vraiment, tu sais, je fais partie du milieu scolaire, donc je l'entends beaucoup. Mais en dehors du milieu scolaire, je pense que dans les médias, c'est quelque chose qu'on commence à entendre de plus en plus. Donc, c'est quoi l'engagement scolaire? C'est tout ce qui renvoie à ce que l'enfant fait face aux apprentissages. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire face aux apprentissages? Ses comportements. Donc, est-ce que le jeune fait ses devoirs? Est-ce que le jeune participe en classe? Donc, est-ce qu'il pose des questions? Est-ce qu'il fait ses travaux qui sont demandés? Est-ce que lorsqu'il est en classe, il est orienté vers la tâche selon ce que vous recevez là, comme communication de la part des enseignants? Donc, ses comportements. Il y a aussi tout ce qui est le côté affectif par rapport aux apprentissages. Est-ce que l'enfant est curieux? Est-ce que l'enfant est intéressé à apprendre, à découvrir de nouvelles choses? Face aux apprentissages, mais aussi face à tout le contexte d'apprentissage, donc les sentiments, les émotions que l'enfant va vivre face à l'école. Est-ce que pour lui, l'école, c'est quelque chose de positif, ou est-ce qu'il se sent bien, ou c'est plutôt quelque chose de négatif qu'il aimerait éviter? Donc, ça va nous donner une idée là, du niveau d'engagement de l'enfant. Et son investissement psychologique. Donc, lorsque l'enfant est en train d'apprendre, est-ce qu'on veut, il y a différents niveaux d'investissement psychologique. Par exemple, on peut parler de la mémorisation. Le jeune essaie de mémoriser, mais au-delà de la mémorisation, est-ce qu'il essaie de comprendre les liens? Est-ce qu'il fait sens avec ses apprentissages? Est-ce qu'il est capable de vous en parler par la suite? Donc, à quel point là, la personne s'investit dans ses apprentissages là, pour essayer de mieux comprendre, de mieux s'imprégner de ce qu'il est en train d'apprendre. Donc, ça, c'est les trois grandes dimensions là, de l'engagement scolaire. Donc, c'est trois aspects sur lesquels on peut le remarquer. On le voit aussi lorsqu'on parle de participation, même de sentiment d'appartenance. L'engagement scolaire, je vous ai parlé beaucoup des apprentissages dans la classe, mais ça va aussi avec tout ce qui renvoie aux activités parascolaires. Donc, que ce soit les différents comités de l'école, que ce soit les équipes sportives qui vont recommencer tranquillement, heureusement. Donc, tout ça, c'est des points d'attache que l'enfant retrouve à l'école et qui sont totalement positifs là, pour sa réussite. Je vous présente ici un petit linéaire parce que, bon, là, je vous présente ça, l'engagement scolaire, c'est quoi? Je vous ai parlé juste avant du décrochage scolaire, mais entre les deux, il y a différents niveaux. Donc, puis de là à voir, mais qu'est-ce que je fais si mon enfant, je vois qu'il n'est pas intéressé, il n'est pas motivé à aller à l'école? Lorsque tu me parles d'aimer l'école, ce n'est pas quelque chose que je vois chez mon enfant. Donc, il y a différents niveaux. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Donc, est-ce que c'est bien, par exemple, de mettre en place un système de récompense à la maison pour favoriser la motivation du jeune? Je vous dirais, pour le système de récompense, c'est que ça dépend. Donc, on va voir ensemble les 4 niveaux, puis je vais vous expliquer où est-ce que le système de récompense peut être positif là, pour le jeune.
Donc, tout d'abord, on a un genre où est-ce qu'il y a une absence de motivation. Donc, lorsqu'il n'y a pas de motivation, il n'a pas le goût d'aller à l'école, il se lève le matin, il ne veut pas y aller, il n'aime pas ça, j'essaie d'y trouver des points d'intérêt pour essayer de le motiver un petit peu, puis il ne veut pas, il n'aime pas ça. Donc, la motivation n'est pas là. Avant d'arriver à l'autre bout du continuum, donc à l'autre extrémité où est-ce qu'il y a le pur plaisir d'y aller, on s'entend que c'est un grand pas. Donc, avant ça, on va le trancher en petits pas. Le premier petit pas, ça va être justement de mettre en place peut-être des récompenses, certains encouragements, parce que là, l'enfant de lui-même, il n'y a pas la motivation pour y aller. Donc, l'engagement est quand même très faible. On est sur la limite là, que le jeune commence à s'absenter de l'école. Donc, en mettant en place certaines récompenses, donc de l'externe, je vais lui donner certaines récompenses. Par exemple, ça peut être qui remet ses travaux à temps. Puis s'il fait ça pendant un certain temps, bon, on fait une sortie ensemble. S'il fait ça pendant un certain temps, bien, on fait telle activité. Donc, des récompenses, des encouragements. Donc, je le félicite. Tout ce qui est verbal, là, ça a vraiment une grande valeur pour le jeune. Donc, l'encourager, le féliciter lorsque je remarque qu'il fait quelque chose de lui-même puis qu'il avait le beau grand sourire pour le faire ou que ça ne tentait pas, mais il l'a fait pareil. Donc là, je vais le souligner. Je vais lui dire de manière explicite que je suis fière de lui parce qu'il a fait ça. Donc, je lui donne un petit coup de main dans le fond. Avant que ça vienne de lui-même, à ce moment-là, vu que la motivation n'est pas là, c'est moi qu'il faut que je lui donne du gaz, là, je lui donne de l'énergie positive là, pour qu'elle ait le goût de continuer. Lorsque ça va être en place, à un moment donné, le jeune il va finir par intégrer un petit peu de cette énergie positive-là. Donc, finir par intégrer que ça ne me tente pas, mais je vais le faire, je sais que mon parent il va être content. Parfait. Donc, son parent, il est content, il sait. Donc, tranquillement, il va le faire de lui-même. Plus ça va aller, plus, à un moment donné, le jeune peut finir par lui-même retrouver une certaine fierté, il va voir, par exemple, OK, j'ai remis mon devoir à temps. OK, j'ai obtenu le résultat que j'espérais obtenir. J'ai réussi à finaliser cette activité-là. Donc, le jeune lui-même, à un moment donné, il n'aura plus nécessairement besoin de cette énergie externe-là du parent, de lui-même, il va être capable de se féliciter. Puis ça va être de l'encourager à voir, mais toi, est-ce que tu es fier de toi? Qu'est-ce que tu en penses de ce que tu viens de réussir à faire? Donc, pour que tranquillement, le parent puisse s'effacer, entre guillemets, s'effacer jusqu'à un certain niveau, on s'entend, mais s'effacer d'une certaine façon pour que le jeune, ça vienne plus de lui-même. Donc, que lui-même se donne des objectifs, que lui-même voit l'importance de le faire. Que, ah ouais, t'as-tu vu, on a travaillé ça ensemble quelques soirs par semaine là, dans les dernières semaines, puis c'était plus facile lorsque tu es arrivé à ton évaluation. Donc, de faire prendre conscience à l'enfant que lui, oui, il est capable, puis lorsqu'il travaille, il y a des conséquences positives naturelles. Ce n'est pas nécessairement la sortie qu'on a fait ensemble qui fait que c'est bien, c'est que ça a mieux été pour ton évaluation, tu as mieux compris ta matière. Et finalement, bon, si on arrive vraiment à l'autre bout, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il va retrouver juste un peu plaisir à le faire, puis là, ça va venir tout seul. Mais en même temps, ça, je vous dirais, pour tout ce qui est par rapport au milieu scolaire, dans ce modèle-là, ils disent bien là, que ça dépend vraiment des jeunes. Même si on reste dans le niveau objectif et valeur du jeune, c'est tout à fait bien, c'est tout à fait c'est parfait comme ça. Là. On n'a pas nécessairement à viser le pur plaisir lorsqu'on parle de l'école. Mais si on y arrive, tant mieux. Comment on peut évoluer d'un point à l'autre? Dans le fond, c'est toujours en favorisant le plus possible l'autonomie du jeune parce que si le parent reste toujours là avec ses récompenses, on demande toujours dans le deuxième niveau. Donc, à un moment donné, il faut commencer à prendre un certain recul puis à encourager l'autonomie du jeune, que lui-même trouve les points positifs de le faire. Souligner ses réussites, donc favoriser son sentiment de compétence pour qu'il se sente bon, qu'il sente qu'il est capable. Donc, on l'a vu, le décrochage scolaire, l'enfant, souvent, il va sentir qu'il n'est pas capable, qu'il ne se retrouve pas nécessairement là-dedans à l'école, qu'il sent qu'il n'a pas les capacités, les habiletés pour le faire. Donc, si je veux l'encourager à s'engager, c'est vraiment de souligner ses réussites pour favoriser son sentiment de compétence. Et le sentiment d'appartenance, parce que si vous regardez vous-même dans votre vie, les différentes sphères que vous avez, où est-ce que vous vous engagez, où est-ce que vous vous impliquez et que vous aimez ça, souvent, bon, il y a l'autonomie parce que vous avez certains choix,
parce que vous vous sentez bon, mais aussi souvent, c'est parce que vous vous sentez bien avec les gens qui sont là, vous vous sentez affilié là, à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça que vous avez le goût davantage de vous y engager. Donc, c'est la même chose pour le jeune. Donc, un sentiment d'appartenance, que ce soit par les pairs, que ce soit un sentiment d'appartenance face à son école, une relation avec ses enseignants, donc une relation positive avec ses enseignants. Donc, tout ça, là, plus qu'on le met en place, plus qu'on peut évoluer là, dans les différents niveaux. Dans le milieu actuellement, on va parler beaucoup d'éducation inclusive. Donc, peut-être que vous avez entendu éducation inclusive, peut-être plus le mot besoin que vous avez entendu là, dans le milieu scolaire. Donc, les besoins de l'élève. Besoins de l'élève, les 3 points qu'on vient de voir, autonomie, compétence, appartenance, renvoient à des besoins de l'élève. Mais on va aller un peu plus loin par rapport à ça. Parfois, lorsque vous communiquez avec les enseignants, peut-être que vous faites questionner ou vous faites parler des besoins de votre enfant. Donc, quels sont ces besoins? On va voir ensemble comment qu'on peut, qu'est-ce qu'on entend par besoin. Donc, les besoins de l'enfant, en fait, c'est de prendre l'enfant dans sa situation actuelle, donc l'enfant qui est devant vous, avec ses caractéristiques personnelles, donc ses goûts, ses intérêts, ses habiletés, ses difficultés, ses défis auxquels il fait face, et son contexte. Son contexte, c'est quoi? En fait, c'est toute son expérience de vie, ses réussites auxquelles il a fait face par le passé, les difficultés auxquelles il a fait face par le passé, donc les obstacles qu'il a rencontrés, qu'il a peut-être réussi à faire face, donc à passer au-delà de ces obstacles-là, mais peut-être que les obstacles sont toujours présents. Donc, ses expériences passées, toutes aussi les ressources qui l'entourent, donc qui est là pour l'aider autour de lui, donc avec quoi on peut travailler. Et on a la situation désirée, vers où on veut emmener l'enfant. Et la situation désirée, ben, on peut demander à l'enfant, lui, ce qu'il désire. Donc ça va vraiment être important. On va revenir là-dessus aussi au cours de la présentation. Donc, le désir de l'enfant. Donc, lui, qu'est-ce qu'il veut faire plus tard? Quels sont ses objectifs? Qu'est-ce qui l'intéresse? Quelles sont ses priorités? On va aussi s'attarder à la famille parce que les parents, souvent, on a certaines attentes pour nos enfants. Donc, quelle est la situation désirée par la famille et les attentes scolaires. Donc, les attentes scolaires, par exemple, pour passer au prochain niveau scolaire, quelles sont les attentes, les critères d'évaluation, etc. Donc, la situation désirée doit être un point d'entente entre ces trois sphères-là, l'enfant, la famille et niveau scolaire. Donc, la communication entre les trois va être importante. C'est ce qui va donner suite là, à la suite de la présentation. Tout ça, pourquoi on s'intéresse à la situation actuelle et on veut l'emmener l'enfant à une situation désirée? En fait, c'est dans le but qu'il atteigne son plein potentiel. Puis ça, chaque enfant, en fait, c'est quelque chose de différent. Un enfant, on va tenter de développer, par exemple, davantage son autonomie, alors chez un autre enfant, ça va être davantage son sentiment de compétence. Pour un enfant, on va travailler ses habiletés en lecture parce que, par exemple, il peut avoir des difficultés en mathématiques, mais que c'est la lecture pour lui la problématique parce que quand il lit le problème en mathématiques, je vois que ça accroche puis il y a la difficulté à comprendre ce qu'il dit. Mais en mathématiques, il est super bon, il est capable de régler la problématique. Mais la lecture est difficile, puis c'est ça qui accroche pour lui. Alors que l'autre, il lit très bien, mais lui aussi, il a des difficultés en mathématiques. Pour l'autre, ça peut être, par exemple, de voir comment je peux régler ça avec mes connaissances en mathématiques. Donc, pour les deux enfants qui ont qui ont une difficulté en mathématiques, ça va être deux choses différentes que je vais travailler et c'est ce qu'on va tenter de voir ensemble lorsqu'on travaille avec l'enfant et le milieu scolaire là, en tant que parent pour trouver qu'est-ce qu'on cherche à développer chez l'enfant. Et lorsqu'on a mis le doigt sur ce qu'on veut travailler chez l'enfant, donc son besoin, qu'est-ce qu'il a besoin de développer, mon enfant? Bien, on va mettre en place les ressources et les apprentissages nécessaires pour qu'il puisse se rendre jusqu'à cette situation désirée-là. Et une fois qu'on y est, bien là, OK, quelle est la suivante? Où est-ce qu'on l'emmène maintenant? Donc, pour amener un développement de l'enfant. J'ai une petite question pour vous, pour aussi là, couper un petit peu le monologue. Donc, actuellement, on vient de voir les besoins. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de travailler avec nos enfants? Puis pour orienter un peu la suite de la présentation, j'ai le goût de connaître là, les besoins de vos enfants. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voyez chez votre enfant qui serait à travailler en tant que parent, là, sur quoi vous sentez que vous devez vous impliquer?
Donc, si vous voulez lever la main, vous pouvez. Vous pouvez même ouvrir votre micro directement si vous voulez intervenir. Moi, s'il n'y a personne, moi, je peux parler. C'est bon? Parfait. Oui, oui, c'est Adèle. Oui, c'est ça. Moi, c'est surtout au niveau de la motivation. J'ai 3 enfants et ma dernière fille, on dirait par rapport aux 2 autres, elle est moins motivée à tout ce qui est école. C'est pas qu'elle ne veut pas y aller, mais la motivation n'est pas là. Et puis aussi, c'est ça. Donc, on essaie de travailler avec elle. Donc, on sait c'est quoi la problématique aussi au niveau de la lecture et tout ça, mais on essaie de trouver des ressources et la motiver. Mais c'est sûr que c'est pas une tâche facile. Donc, c'est ça. Parfait. Merci. Je le prends en note, en fait, dans les prochains points. Je vais essayer de faire des liens, là, justement, avec comment, lorsque je m'implique, parce que le prochain volet est l'implication parentale. Donc, dans les points que je vais aborder, je vais essayer de donner des exemples là, par rapport à la motivation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, lorsqu'on s'implique, aller alimenter la motivation de notre enfant. Parfait, merci. Merci à vous. Donc, si d'autres participants ou participantes veulent intervenir, vous pouvez simplement ouvrir votre micro puis poser la question. Peut-être plutôt donner votre besoin. Ou bien dans le chat aussi, si vous voulez juste poser la question dans la boîte de chat aussi, ça peut être le cas aussi. Je peux poursuivre. Est-ce qu'il y en a d'autres? Monsieur Ramla, est-ce que vous voyez autre chose? Donc, je pense qu'on peut poursuivre. Ben, moi, je veux aussi intervenir dans le même sens de la motivation. Moi, c'est Naïm. Donc, on essaye toujours d'encourager avec les mots. Et à un moment donné, notre sac il devient comme vide là. On sait plus sur quoi les encourager verbalement. J'avoue que cette année, c'est quand même exceptionnel avec le confinement. Puis, je vais une expérience avec l'une de mes 3 filles où on l'a laissé travailler à temps partiel, comme une demi-journée par semaine. Ça l'a un petit peu motivé au début pour continuer à faire ses études, mais je dirais que depuis décembre passé, la courbe elle commence à descendre. Donc, on converge vers l'état avant le mois de janvier. Donc, j'avoue qu'on ne sait plus quoi faire, quoi. Parfait. Et c'est ça. Donc, je pense que le confinement, il joue dans ce sens-là. C'est beau de récompenser, d'encourager, d'essayer comment dirais-je, j'ai perdu le mot. On essaie de motiver avec des récompenses, promettre des choses pour l'après-confinement, mais ça ne donne pas grand-chose. Ouais, on est un peu limité en ce moment, Ouais, exact. effectivement. J'ai l'impression qu'on est tous sur le même bateau, c'est ça. Ouais, c'est comme je vous ai dit, on a plus rien dans notre sac là. On sait pas qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ou je sais pas. C'est une expérience avec le confinement. J'espère qu'on s'en sortira tous indemnes avec nos enfants. Ben, c'est ça, je voulais juste parler aussi de la motivation. Ça manque vraiment terriblement. Heureusement qu'ils partent au moins un jour sur 2 à l'école. C'est quand même, ça fait une petite différence quand ils voient leurs amis, qu'ils discutent et tout. Mais tout le temps à la maison, c'est catastrophique. Effectivement. Le lien avec les pères, je pense que c'est ça. Puis j'aime ça vous entendre là, avec l'expérience que vous vivez en ce moment, parce qu'effectivement, la relation avec les pères, on le remarque, hein, plus l'enfant avance, notamment au secondaire, c'est très, très important. Puis en ce moment, c'est ça qui est vraiment brimé puis qui fait une différence sur le niveau de motivation, entre autres, là, des enfants. Merci pour votre partage. Merci.
Donc, on va aborder ça ensemble, là, comment motiver l'enfant, mais au-delà des mots. Donc, parce que oui, motiver, de dire tu es capable, je t'encourage et tout ça. Effectivement, à un moment donné, on a l'impression de juste répéter les mêmes phrases, puis on aimerait faire plus, mais on ne sait plus quoi faire. Donc, parfait, on va voir ça ensemble. Par rapport à l'emploi, en fait, tout à l'heure, j'en ai pas parlé. Je me l'étais pris en note, mais bon, des fois, dans mon discours, là, je passe certains points. L'emploi du jeune, je trouve ça intéressant de voir que ça a favorisé la motivation de votre enfant, là, l'emploi, parce que parfois, ça va justement donner cette motivation-là de faire découvrir une nouvelle facette, un nouveau domaine aux jeunes, puis pour qu'ils puissent voir, peut-être se projeter dans l'avenir et voir qu'est-ce qui l'intéresse et qu'est-ce qui l'intéresse moins. Donc, c'est très bien. Puis, vous me parlez d'une demi-journée semaine, c'est parfait. Le point à garder en tête, le risque par rapport à l'emploi, des fois, on cherche là, une limite, bon, jusqu'où que c'est bien, jusqu'où que, quand est-ce que ça peut devenir là, plus risqué. On parle de 20 heures semaine, donc avec une demi-journée semaine, là, on est correct, on est loin de là. Pour un jeune au secondaire, fin secondaire, là, donc, on va tenter de viser, d'encourager l'enfant à avoir moins de 20 heures semaine dans un emploi. Au-delà de ça, ça peut avoir des répercussions là, sur son rendement scolaire, sur son investissement, en fait, dans ses études. L'autre point aussi, lorsque l'enfant a un emploi, parfois, lorsque l'enfant va être dans un domaine où est-ce qu'il est vraiment apprécié par son employeur et tout ça, c'est vraiment de s'assurer que l'employeur ait la même vision, en fait, ou une vision semblable à la vôtre, que l'atteinte du diplôme ou de la qualification est importante pour vous. Donc, que l'employeur soit au courant et qu'il respecte cet élément-là. Parce que parfois, lorsque les opportunités professionnelles se présentent à l'enfant, ça peut donner le désir de prendre peut-être une tangente, de s'éloigner de l'école parce que mon employeur m'a promis que je pourrais avoir tel poste et aller chercher une promotion. Mais c'est quand même important pour l'enfant qu'il aille d'abord chercher là, un diplôme ou une qualification, si ça peut être là, dans ce domaine-là, ou son diplôme d'études secondaires. Donc, parfait. On va continuer avec les points que j'ai notés pour l'implication parentale. Donc, l'implication parentale. Pourquoi s'impliquer en tant que parent? Donc, l'implication parentale va avoir une influence sur la réussite de l'enfant. Donc, lorsque le parent s'implique, ça va favoriser la réussite de l'enfant, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Avant de voir un effet de l'implication du parent sur la réussite du jeune, on va d'abord le voir sur sa motivation et son engagement. Donc, motivation et engagement, là, la grande différence en fait là, entre les deux, la motivation, c'est la volonté de. Donc, je peux avoir la volonté de faire quelque chose, mais de ne pas le faire. Donc, par exemple, j'ai la volonté de me mettre bien en forme, mais je ne le fais pas. Donc, la motivation, c'est cette volonté-là, mais vu que je ne le fais pas, je ne suis pas encore engagée. J'ai la volonté de me mettre en forme, je suis bien, bien motivée, puis je le fais. Donc, ça, c'est l'engagement. Puis 2 mois plus tard, je continue à le faire, l'engagement est encore là. Donc, ça va être la petite nuance entre les deux, là, entre ces deux termes-là. Mais les deux sont aussi importants parce que la motivation, en fait, c'est comme le point de démarrage du moteur, tandis que l'engagement, c'est où est-ce que le mécanisme là, se met en branle. Donc, les comportements et les actions sont mis en place là, pour arriver à la réussite, là, à l'objectif qui est visé. Donc, l'implication, lorsque le parent va commencer à s'impliquer, en fait, c'est pas, je ne vais pas tout de suite voir une influence là, sur le rendement de mon enfant, sur ses résultats scolaires. Là où il faut que j'essaie de voir la différence, c'est est-ce qu'il est plus engagé? Est-ce qu'il est plus motivé? Est-ce qu'il veut davantage? Est-ce que lorsque, par exemple, il devait se mettre au devoir, bon, il se traîne les pieds, puis ça ne tente pas, ou il se met à faire une crise ou quelque chose comme ça, puis, je m'implique, je mets des choses en place, puis oups, tu sais, oui, peut-être qu'il fait encore une crise, mais elle est moins longue. Il réussit à ramener plus souvent. Oui, il se traîne encore les pieds, mais j'ai besoin de moins le pousser et de l'encourager pour qu'il se rende à ouvrir ses cahiers. Donc, c'est là qu'il faut aller chercher nos victoires, nos réussites pour voir est-ce qu'on est sur la bonne voie dans l'implication qu'on a mise en place. Si on est sur la bonne voie, pourquoi en fait? C'est que ce n'est pas parce que le parent s'implique que nécessairement ça va être positif. Ça va vraiment être important de garder en tête que c'est la perception de l'enfant qui fait la différence. Si le parent s'implique,
puis que l'enfant est vraiment pas ouvert à l'implication de son parent, ça n'aura pas un effet positif dans ce cas-là. Donc, il faut être quand même sensible à la réaction du jeune dans le sens, est-ce qu'il a envie que je m'implique de cette façon-là? Parfois, c'est seulement de modifier la façon qu'on s'implique. Donc, par exemple, on va le voir un peu plus loin, mais notamment au secondaire, mais aussi vers la fin du primaire, la grande majorité des enfants vont être plus ouverts à ce que leurs parents s'impliquent à la maison qu'à l'école. Parce qu'à l'école, ils sont avec leurs amis et tout ça, puis là, ça peut venir jouer un peu sur leur identité, là, leur autonomie, l'indépendance qu'ils démontrent face à leur famille. Donc, l'implication du parent, c'est de voir jusqu'où mon enfant est ouvert à ce que je m'implique et de quelle façon ça passe mieux. Donc, d'être sensible à ça. Quand est-ce que le parent va s'impliquer? En fait, tout d'abord, il y a les points là, qui peuvent être les tournants. Là. Donc, on peut se poser la question en tant que parent, bien, selon moi, c'est quoi, moi, mon rôle en tant que parent par rapport à la scolarité de mon enfant? Donc, plus qu'on en prend conscience, lorsqu'on veut, par exemple, faire des changements dans la façon qu'on s'implique, c'est d'avoir conscience de ces points-là pour comprendre pourquoi je m'implique, moi, de cette façon-là. Tout d'abord, quelle est ma vision du rôle parental? Donc, ma responsabilité en tant que parent par rapport à la réussite de mon enfant. Est-ce que c'est de répondre à ses besoins de base à la maison pour qu'ensuite, à l'école, il puisse répondre à ses besoins davantage liés aux apprentissages? Est-ce que mon rôle, c'est aussi de le stimuler à la maison? Donc, c'est de se poser la question, moi, en tant que parent, qu'est-ce que je crois? En fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse dans le sens que tout va dépendre des valeurs qui sont prônées, puis d'en être conscient, puis ensuite de mettre les choses en place en fonction de ces valeurs. Puis, lorsqu'on va remarquer des conflits ou des tensions, c'est que dans le fond, sans doute que l'autre personne avec qui j'ai une tension n'envisage pas le rôle parental de la même façon. La capacité à faire une différence. Donc, en tant que parent, lorsque je m'implique dans les devoirs de mon enfant, par exemple, ou dans ses apprentissages, ou encore dans le suivi de ses comportements, à quel point je crois que je peux faire une différence? Est-ce que, selon moi, je m'implique pour rien dans le sens que j'y arrive pas, je ne sais plus quoi faire, je suis au bout de mes ressources? Donc, dans ces cas-là, c'est de prendre conscience que, OK, dans ma tête, là, je commence à croire que je ne suis plus capable, je ne sais plus quoi faire. Donc, dans ce cas-là, ça va être d'aller se retourner vers d'autres types de ressources qu'on va voir là, un peu plus loin, notamment aller chercher de l'aide auprès d'un organisme communautaire. Par exemple, mon enfant est rendu à un certain niveau au secondaire, puis là, il y a de la difficulté dans ses devoirs, mais mes connaissances ne me permettent pas nécessairement de l'aider parce que là, c'est au-delà de ce que moi j'ai vu, au-delà de ce que moi j'ai connu ou je l'ai vu, mais ça fait bien, bien longtemps que je ne m'en souviens pas. Donc, je prends conscience que je sens que je n'ai pas les capacités nécessaires, mais je peux quand même m'impliquer en orientant mon enfant vers d'autres ressources, aller chercher de l'aide aux devoirs, aller chercher une personne autour de nous qui est bon là-dedans, puis appelle donc ton grand-parent, ton oncle, ta tante ou ton cousin, ta cousine, parce que lui, je me souviens, il était bon là-dedans. Les attentes de l'école. Donc, le parent va davantage s'impliquer s'il sent qu'il est invité à le faire par l'école, que ce soit par la personne enseignante, par l'équipe école. Donc, de s'informer, de poser la question, par exemple, les devoirs, c'est quoi mon rôle? Parce que d'un enseignant à l'autre, une année à l'autre, parfois les attentes vont varier. Donc, ça peut être quelque chose à poser là, comme question. Le désir du genre, donc je vous parlais que la perception de l'enfant faisait une différence. Donc, poser la question à l'enfant, comment je peux t'aider? Comment tu te sens quand on fait ça ensemble? Donc, s'attarder au désir du genre, puis essayer de s'adapter pour que ça passe bien. Parce que si je m'implique, puis qu'on fait juste se disputer, mon enfant et moi, bien, au bout du compte, ce ne sera pas positif. Je ne suis pas en train d'encourager sa réussite, je suis en train de créer des conflits, puis plutôt de développer chez mon enfant une vision négative de la période des devoirs et des leçons parce qu'on est toujours en conflit en ce moment-là. Donc, c'est de voir pourquoi mon enfant n'est pas ouvert à ce que je m'implique, puis qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit plus positif. Là, je dis ça de même pour mettre la table, là, mais on va voir des exemples concrets dans les prochaines diapos. Et le contexte de vie.
Donc, l'énergie, le temps, les connaissances qu'on a pour accompagner notre enfant, tout ça va aussi jouer un rôle dans est-ce que je m'implique ou non, pourquoi je ne m'implique pas. Peut-être que mon horaire de travail ne me permet pas de le faire. Peut-être que j'ai plusieurs enfants, puis que je suis obligée de choisir mes priorités, là, dans le sens aider peut-être mon enfant qui a plus de difficultés, aider mon enfant là, qui est plus jeune, donc qui est moins autonome face à ses devoirs et leçons. Donc, à la maison, j'ai divisé l'implication parentale, en fait, les différents exemples qu'on va voir en 3 temps, donc à la maison, à l'école, puis au sein de la communauté. Donc, à la maison, qu'est-ce que je peux faire pour m'impliquer? Communiquer avec mon enfant. Donc, ça a l'air bien une base comme ça. Donc, sur quoi je vais communiquer avec mon enfant? Bien, s'informer de ses désirs et de ses objectifs. Par exemple, si mon enfant est peu motivé pour l'école, d'aller voir, prochain point, là, ses intérêts et ses passions. Puis à partir de ses intérêts et de ses passions-là, ça peut être peut-être ça n'a aucun lien avec l'école à la base, mais ensuite de voir, bon, OK, il y a un intérêt, par exemple, pour l'archéologie, pour l'histoire, tu sais, l'histoire de certaines cultures. L'archéologie, j'en ai parlé. Ça peut être la mécanique automobile. Ça peut être la mode. Donc, il y a un intérêt pour ça. Ensuite, à partir de ces intérêts et de cette passion-là, ça va être d'aller voir, bien, est-ce qu'on peut se donner un objectif par rapport à ça? Dans le sens, mécanique automobile, est-ce qu'il y a un emploi là-dedans qui pourrait t'intéresser? Même chose pour les autres domaines que j'ai mentionnés. Donc, pour en venir à ce que l'enfant se donne une vision d'avenir, se donne lui-même un objectif, puis que ce soit un objectif qui l'allume, qui éveille son intérêt, qui éveille sa motivation, parce que la motivation, c'est la volonté de. Donc, pour qu'il y ait la volonté de s'impliquer, de s'engager dans ces apprentissages, il faut qu'au bout là, de ces années-là d'études, il y ait quelque chose qui l'allume, qu'il a le goût de l'atteindre. Donc, de faire des liens avec ses intérêts, ses passions, de partir de ça pour alimenter là, cette volonté-là. Un autre point, ça peut être aussi par rapport à ses intérêts, ses passions. Par exemple, je veux travailler la lecture, je veux travailler quelque chose avec lui. Donc, de partir de ses intérêts et ses passions pour le faire aller sur ces thèmes-là. Donc, ensuite, d'aller chercher des lectures qui tombent dans la plage d'intérêt que le jeune a. Donc, il va aller chercher lui-même un certain plaisir. Tout à l'heure, quand on a vu les différents niveaux, le dernier niveau là, pour aller chercher l'engagement de l'enfant, c'était le plaisir. Puis quand on arrive là, c'est vraiment, on est en voiture, là, ça va vraiment bien. Donc, si je lui fais lire des choses qui sont en plein dans ses intérêts, en plein dans une passion qu'il a, que ce soit la musique, la mode, peu importe, bien, parfait, on est là et il va avoir davantage le goût là, d'aller lire que si c'est des livres, là, par exemple, qui lui parlent moins, qui ne sont pas nécessairement là, dans ses intérêts du moment. Discussion sur le quotidien scolaire. Donc, au retour de l'école, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Donc, des fois, quand on pose toujours cette question-là, à un moment donné, on n'a plus vraiment de réponse. Donc, de varier un peu peut-être les questions. Donc, par exemple, tel projet. Par exemple, si vous êtes au courant qu'il a travaillé sur un tel projet, puis où est-ce que vous en êtes rendu dans ce projet-là? Tel truc que tu m'as parlé, là, il n'y a pas longtemps, c'est quoi? Tu veux-tu m'en parler? Où est-ce que c'est rendu cette histoire-là? Ou, moi, j'ai entendu parler de telle chose à l'école, finalement, là, c'est quoi qui arrive par rapport à ça? Donc, ou encore, tu sais, dans les cours d'aujourd'hui que tu as fait, là, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que vous avez fait dans certains cours? Donc, discuter du quotidien scolaire, en fait, dans le but de donner une place à l'école à l'intérieur de la résidence familiale. Donc, dans la maison, qu'à tous les jours ou presque à tous les jours, là, de manière régulière, il y a une place qui soit donnée à la discussion sur l'école. Qu'est-ce que ça fait? C'est que l'enfant, dans le fond, au lieu de voir sa maison et l'école comme deux entités exclusives, bien, il commence à voir que, OK, ça se rapproche ces deux choses-là. Puis, lorsque je suis à l'école, bien, je peux en parler. Lorsque je suis à la maison, pardon, je peux parler de l'école et ça éveille aussi davantage son sentiment d'appartenance parce que c'est son école, ça fait partie de lui. Donc, plus qu'on la met au quotidien dans sa vie, plus que ça fait partie de lui-même. La valorisation de l'éducation. Dans le cadre de mon doctorat là, que j'ai terminé en 2018, donc c'est quand même encore récent, j'étais allée rencontrer des enfants qui étaient à risque de décrochage scolaire. Puis,
qui, dans la dernière année, il y avait eu une adaptation très positive. Donc, on parle de résilience scolaire. Donc, un jeune que c'était difficile pour lui, puis que, oups, dans la dernière année, ça a vraiment changé. J'étais allée rencontrer ces jeunes-là pour voir qu'est-ce qui avait fait la différence. Donc, je leur ai demandé de me parler de leur famille, du milieu scolaire, de leurs amis, tout ça. Puis ensuite, ben, moi, j'essayais de voir qu'est-ce qui avait fait la différence pour ces jeunes-là pour voir, ben, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les jeunes pour qui c'est plus difficile, pour leur donner justement cette petite poussée-là, le côté motivation, pour qu'ils puissent se raccrocher à l'école. Ce qui est beaucoup ressorti, en fait, de manière quasiment la moitié des personnes que j'avais rencontrées, là, c'était cet élément-là. C'était le discours parental sur l'école. Donc, que l'école, c'était important, que l'école, ça lui permettrait d'aller chercher un emploi stable ou un bon emploi, ou bon, il y avait toutes sortes de façons de le formuler, là. Mais donc, le discours parental sur l'école, c'est vraiment quelque chose qui colorait beaucoup l'engagement des jeunes. Ils s'engageaient pourquoi? Bien, parce que leurs parents leur avaient dit que l'école, c'était important. Donc, lorsqu'on le dit, parfois, on a l'impression qu'on redit toujours la même chose, mais ça s'imprègne dans les pensées du jeune, puis ça donne quand même cette motivation-là. Parfois, il y avait des gens que la motivation, tu sais, je ne vous mentirai pas, la motivation était quand même faible, mais qu'est-ce qui faisait qu'ils allaient encore à l'école à tous les jours? C'était ça, ce discours-là qu'ils entendaient encore et encore, puis qui avait fini par intégrer eux-mêmes là, pour le répéter, puis le croire. Donc, ça partait du parent, donc quelque chose d'externe, puis ça s'était rendu jusqu'à ce que l'enfant lui-même croit que l'école, c'était important. Donc, on avait réussi à passer à un niveau supérieur, là, côté engagement. Soutenir son enfant. Donc, soutenir son enfant, lorsque je parle de soutien, je parle du soutien, oui, sur les apprentissages scolaires, mais aussi par rapport à ses relations sociales, s'il rencontre des conflits, s'il y a de la difficulté dans les relations avec ses pairs, aussi le soutien par rapport à ses comportements. Donc, par exemple, s'il est agité en classe, s'il y a de la difficulté à gérer sa colère. Donc, le soutien que je vais lui donner sur ces différents plans-là. Donc, la stimulation et le suivi. Donc, le stimuler à la maison, dans le fond, travailler ça avec lui, revenir avec lui, lui donner différentes stratégies. Par exemple, quand tu es fâché, qu'est-ce que tu peux faire? Regarde, là, je le vois, tu es fâché. Prends une grande respiration. Puis là, l'enfant, c'est sûr, sur le coup, ça va être difficile si on ne l'a jamais fait, mais prends-en une autre, puis regarde, je suis là avec toi, je vais t'aider. Puis, oups, tranquillement, il peut mettre en place cette stratégie-là, puis ça va aller un petit peu mieux. Donc, le stimuler, lui apprendre différentes stratégies. Par exemple, un autre exemple, si par exemple la lecture, l'enfant lit un texte, c'est plus difficile pour lui, de s'asseoir avec l'enfant, puis de réfléchir avec lui à en ce moment, tu essaies de lire le texte, tu ne comprends pas. D'après toi, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça aille mieux? Puis là, genre, on réfléchit ensemble. Donc, je réfléchis en tant que parent avec mon enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Que quand tu lis, tu comprennes mieux ce que tu es en train de lire. D'après toi, es-tu dans une bonne place pour lire? Moi, c'est vrai. Tu sais, je suis en plein milieu du salon, puis tous les autres jouent autour. Ça fait du bruit, tout ça. Moi, je pourrais aller dans un endroit plus calme. Donc, l'aider, dans le fond, éveiller sa réflexion à ce qu'il voit, à ce qu'il auto-évalue. Bon, est-ce que je suis en train de mettre en place les bonnes stratégies? Donc, ce n'est pas toujours de l'aider sur ses apprentissages scolaires, par exemple, que telle lettre fait tel son, là, si je suis plus au niveau primaire, ou que lorsque je fais face à une telle situation mathématique, il faut que je fasse telle démarche. Donc, vraiment plus aussi, bien, c'est quoi les outils que j'ai en tant qu'élève, puis qu'est-ce que je peux faire? Donc, le parent peut accompagner son enfant aussi là-dedans. L'encadrement. Donc, l'encadrement, c'est lui mettre les limites des règles. Tout à l'heure, je parlais d'un style démocratique et non pas permissif, autoritaire, qui va favoriser davantage l'engagement du jeune. Donc, l'encadrement, lorsqu'on parle d'un style démocratique, c'est qu'il y a aussi des règles et des limites, mais que ces règles et limites-là, on va les expliquer à l'enfant pourquoi ils sont là. Donc, ils vont avoir été réfléchis, ces règles et limites-là, pour favoriser le bien de l'enfant, parce qu'il y a une raison pourquoi cette règle-là est là. Et de l'expliquer à l'enfant, comme ça, si on lui explique aux jeunes pourquoi que cette règle-là est là, il peut la comprendre et ainsi mieux la respecter. Pas la respecter parce qu'il veut éviter la punition, mais la respecter parce qu'il croit lui aussi que c'est important. Donc, l'encadrement sur ce plan-là. Encadrement aussi, par exemple, lorsque l'enfant fait face à un résultat
plus faible que ce qui était attendu, qu'une déception par rapport à ça. Donc, un peu dans le même sens que l'exemple que je donnais tout à l'heure de l'enfant qui lit dans le salon, lui poser la question, plutôt que de mettre en place en fait des punitions qui vont donner une vision davantage négative de l'école à l'enfant, ça va plutôt être de réfléchir avec l'enfant, qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois? D'après toi, c'est quoi qui explique cette note-là cette fois-ci? Cette note-là cette fois-ci? Puis qu'est-ce que tu peux faire différent la prochaine fois? Donc, d'accompagner l'enfant dans cette réflexion-là pour que l'enfant lui-même, de manière de plus en plus autonome, mais toujours avec un certain encadrement du parent, voit, OK, ouais, il y a telle stratégie que je pourrais mettre en place que la prochaine fois, ça pourrait aller mieux. Donc, l'encadrer sur ce plan-là, encadrer sa réflexion aussi. Et l'encourager. Donc, l'encourager, donc oui, tu sais, tout à l'heure, on parlait, là, à un moment donné, notre sac d'encouragement est vide. Donc, au départ, c'est de l'encourager, tu es capable, je sais que tu es capable, lui rappeler ses réussites du passé. Puis, réussite, c'est pas toujours un résultat là, phénoménal. C'est pas toujours, ça n'envoie pas toujours au résultat scolaire. Des réussites, ça peut être aussi il a lu un texte, il a été capable de me dire qu'est-ce qu'il avait lu par la suite. Il s'est rendu au bout du chapitre du livre qu'il était en train de lire, alors que d'habitude, il abandonne plus rapidement. Donc, des réussites, c'est aussi toutes les petites améliorations que je suis capable de voir. Il est allé à l'école, puis quand il est revenu, il avait un beau sourire, il a l'air d'avoir passé une belle journée. Donc là, c'est de faire prendre conscience aussi à l'enfant, « Hey, tu as l'air vraiment content aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui s'est passé, tu as l'air vraiment d'avoir passé une belle journée. » Donc, l'encourager aussi en soulignant toutes ces petites réussites-là qui ne sont pas liées aux résultats scolaires, mais qui sont liées à autre chose autour, puis que si l'enfant prend conscience de tout ce qui est positif autour de lui, bien, c'est là que ça va favoriser sa motivation, son engagement, puis éventuellement là, sa réussite. Dans l'encouragement, tu sais, tout à l'heure, là, lorsque notre sac finit par être vide malgré tout ça, d'aller vers les passions, les intérêts, donc de remonter là, dans ce que je vous disais tout à l'heure, donc d'aller chercher un intérêt puis de l'encourager par rapport à ça, donc de mettre cet intérêt-là davantage en place là, pour le jeune. Ça peut être aussi d'aller chercher là, son sentiment d'appartenance, donc pour que le jeune ait plus le goût d'aller à l'école, donc de voir tout ce qui peut être important pour lui, puis d'essayer de mettre ça autour de lui dans le but de l'encourager à continuer. Les apprentissages à la maison, donc souvent quand on parle d'apprentissage à la maison, on pense souvent aux devoirs et leçons, mais c'est aussi toutes les activités informelles. Par exemple, même s'il n'y a pas de devoirs et leçons, on peut quand même stimuler l'enfant ou le jeune là, dans ses apprentissages. Par exemple, apprentissage scolaire, mais aussi relations sociales et comportements. Jouer à un jeu de société. Donc, il y a toutes sortes de règles. Il y a aussi tout l'aspect de gestion de la colère là, lorsque le jeune est en train de perdre, qui peut être plus difficile. Donc, il y a des apprentissages aussi à ce niveau-là à faire. Selon le jeu de société auquel je suis en train de jouer, il y a certains apprentissages qui sont mis de l'avant, soit de la stratégie, soit, bon, chez les enfants plus jeunes, il y a tout ce qui est de le dire, reconnaître les nombres et tout ça. Lorsqu'il y a de la monnaie dans le jeu, bon, les calculs et tout ça. Il y a de la lecture aussi, parfois les petites cartes avec des lectures. Donc, de viser les jeux, puis il y a vraiment un grand éventail de jeux de société qui est offert. Donc, selon les besoins de votre enfant, lorsque vous allez au magasin de jeux, lorsque c'est possible de s'y rendre, ou sinon, ben oui, en ce moment, c'est possible de s'y rendre, de demander aux gens qui sont là, j'ai telle chose que j'aimerais mettre en place, j'aimerais un jeu qui aborde tel élément, qu'est-ce que je peux faire? Ou aller avec les passions aussi, les intérêts de l'enfant, j'aimerais un jeu qui touche à tel thème. Et il y a tellement d'offres et les personnes qui travaillent dans ces magasins-là sont vraiment capables de bien vous guider là, dans les choix pour aller chercher un jeu qui répond aux besoins de votre enfant. Puis en jouant, vous allez le stimuler, travailler avec lui les éléments qui vont favoriser éventuellement sa réussite. Donc, il y a ça. Il y a aussi de cuisiner, jardiner, aller marcher à l'extérieur puis de voir, d'aborder là, certains sujets auxquels on est exposé lorsqu'on marche. Donc, il y a toutes sortes d'apprentissages qui peuvent être faits. C'est juste qu'il faut aller au-delà de penser là, juste aux devoirs et leçons, mais il y a aussi d'autres types d'apprentissages qui peuvent être faits là, dans d'autres circonstances. Le lien entre les apprentissages et la réalité, lorsque le jeune, dans le fond,
commence à être démotivé, tout ça, l'aider à voir qu'est-ce que tu es en train d'apprendre à l'école, que c'est difficile puis que tu as de la difficulté. À quoi ça va lui servir? Souvent, les jeunes, avec mes enfants, je ne suis pas encore rendue là, mais en tant qu'enseignante, c'est quelque chose que les élèves me posaient beaucoup comme question. À quoi ça sert ça d'apprendre ça? Donc, on se pose souvent la question, à quoi ça sert d'apprendre ça? Donc, d'aider l'enfant à voir cet apprentissage-là qui est donc difficile à intégrer, pourquoi c'est important que tu continues à mettre des efforts là-dessus? C'est parce que ça va t'aider dans telle situation. Donc, pour qu'il puisse voir, OK, puis même, oui, lui dire telle situation, mais parfois aussi, ça peut être de le travailler avec lui. Si vous savez, par exemple, si c'est dans les additions, les soustractions des grands nombres, par exemple, qu'il se fasse un budget en vrai. Tu sais, vous travaillez avec l'enfant, avec un jeune le plus du niveau secondaire, ou même fin primaire, un petit budget là, avec un petit montant. Donc, qu'il se fasse un budget, ça lui permet de voir à quoi ça va servir, mais ça permet en même temps de le travailler tout court avec lui si on est en train de le faire. Donc, on fait une pierre deux coups dans ce cas-là. Donc, faire des liens entre les apprentissages et la réalité. Puis la réalité, si je suis capable de l'associer à ses intérêts et ses passions dans le domaine là, qui l'intéresse, ça va encore plus venir le chercher là, sur le plan de sa motivation. Et l'orienter vers des ressources existantes aux besoins. Donc, lorsqu'en tant que parent, je sens que c'est au-delà de mes limites, au-delà des connaissances que j'ai, que je suis capable de mettre en place pour mon jeune, ou que je n'ai pas le temps par rapport à mon emploi du temps, par rapport à la conciliation avec le reste de la famille et des autres responsabilités autour, il y a d'autres ressources qui existent. Et si j'oriente mon enfant vers d'autres ressources, c'est aussi une implication parentale parce que j'ai donné à mon enfant les ressources qu'il avait besoin pour que ça aille mieux. Donc, il y a toutes ces ressources-là qu'on va voir plus tard, là, mais notamment, je pense souvent aux organismes communautaires, les maisons de la famille. Il y a aussi des endroits où est-ce qu'on peut appeler, où est-ce que le suivi, lorsque ça va se faire par téléphone ou même en ligne. Donc, à la fin de la présentation, là, on va voir différentes ressources là, qui peuvent être consultées dans ce sens-là. Maintenant, à l'école, donc communiquer avec l'école. Donc, l'école, il y a vraiment la mise en place d'une communication bidirectionnelle qui est, c'est sûr que c'est toujours variable d'une école à l'autre, c'est toujours variable d'une personne enseignante à l'autre, mais la mise en place d'une communication bidirectionnelle, donc oui, l'enseignant va vous donner des informations, mais vous aussi, vous pouvez tenir au courant l'enseignante de ce qui se passe à la maison. Par exemple, l'agenda va souvent être un bon moyen à utiliser là, pour discuter, pour passer les messages s'il y en a là, de manière régulière. Donc, par exemple, dans l'agenda, si jamais pour l'enfant ça a été plus difficile, l'enseignante peut vous laisser un petit mot, vous le signez pour dire que vous en avez pris compte, puis vous pouvez revenir avec l'enfant par rapport à ça. Souvent, ce qui est dit, par contre, c'est de ne pas donner une conséquence à l'enfant par rapport au fait que ça a été plus difficile à l'école aujourd'hui, parce que la conséquence, s'il y en a une à mettre en place, elle a déjà été mise par l'école au cours de la journée et le fait de la mettre en place encore plusieurs heures plus tard, l'enfant ne fera pas nécessairement le lien entre les deux. Donc, c'est plus de réfléchir avec l'enfant toujours. Ça a été plus difficile aujourd'hui à l'école. Comment ça? Qu'est-ce qui a été plus difficile? Tu te rappelles-tu, par exemple, pourquoi il y a un mot dans ton agenda? Oui, OK, parfait. Explique-moi ce qui s'est passé. Parfait, OK, il y a ça qui s'est passé. Qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois pour pas que ça se passe de même? Ah, je pourrais m'y prendre de telle façon. Puis si jamais l'enfant n'a pas vraiment d'idée, donc de l'accompagner à voir quelles sont les autres stratégies que l'enfant peut mettre en place pour que ça se passe mieux la prochaine fois. Puis si jamais vous avez de la difficulté à voir quelle stratégie je pourrais lui suggérer parce que, c'est une situation qu'à un moment donné, soit je vais suggérer des stratégies puis là, j'en ai plus en tête, soit que c'est une situation que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on peut faire dans ce type de situation-là. Mais il y a les ressources qui existent qu'on va voir tout à l'heure. Vous pouvez appeler, vous pouvez aller chercher en ligne certaines informations. Vous pouvez aussi vous rendre dans certains endroits là, pour aller chercher ces informations-là. Donc, c'est pas parce qu'on ne les connaît pas sur le coup que ça veut dire qu'ils n'existent pas. Donc, on peut aller chercher là, des informations ailleurs. Avec l'école, dans cette communication bidirectionnelle-là aussi, ça va être bien d'échanger sur les attentes et les valeurs. Tout à l'heure, quand on parlait des besoins des élèves, je vous ai dit qu'on va s'appuyer sur la vision de l'enfant,
mais aussi la vision de la famille et la vision des attentes scolaires. Donc, si vous avez des attentes particulières, des valeurs, des attentes pour votre enfant, donc souvent on en a, et aussi vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous? C'est important de le mentionner à l'école pour qu'ensemble, vous puissiez voir vers quoi qu'on se dirige, comment qu'on le travaille ensemble pour que, de part et d'autre, on y croit puis qu'on y mette le cœur et les efforts là, de la même façon, à la hauteur, dans le fond, de ce qu'il faut. La participation au processus décisionnel, dans les écoles, on va souvent parler de coéducation. Donc, dans la diapo suivante, là, on va voir différents modèles de collaboration, mais la plupart des écoles vont s'attendre à ce que ce soit un travail d'équipe. Donc, les parents avec la ou les personnes enseignantes qui aident l'enfant là, à cheminer, qui aident l'enfant à se développer. Donc, diapo suivante, je vais aller plus loin avec ça. Et finalement, le bénévolat à l'école, comment je peux m'impliquer? Donc, souvent, quand on parle d'implication parentale à l'école, c'est le premier qui sort. Donc, oui, je suis déjà allée aux sorties éducatives avec l'école ou oui, il y avait une journée thématique, je suis allée avec mon enfant. Donc, il y a cette portion-là, mais vous voyez que c'est un élément parmi tant d'autres par rapport à l'implication parentale. Donc, lorsque je m'implique à l'école, la première chose, quand je vous disais, c'est de voir avec mon enfant est-ce qu'il est à l'aise, est-ce que je sois à l'école, parce que, je vous disais tout à l'heure, fin primaire, début secondaire, mais j'ai même personnellement, mon enfant en maternelle, il aimait mieux que ce soit grand-maman que moi qui y aille à la journée. C'est arrivé une fois, mais il voulait que ce soit grand-maman plutôt que maman qui soit là. Donc, OK, c'est correct. Appelle grand-maman, voir si ça lui tente. Donc, de voir, mais qu'est-ce que l'enfant désire, puis si ça entre dans ce que... c'est d'essayer de s'adapter, en fait, pour que l'enfant, dans le fond, il le voit de manière positive, puis que ce soit quelque chose de bien, que ce soit un bienfait là, dans sa vie, là, le fait de s'impliquer. On veut que ce soit positif, parce que si ça devient négatif, ça tombe plutôt vers une pression, puis là, on ne veut pas aller là, parce qu'on veut favoriser son engagement et non pas de l'éloigner de l'école. Les modèles de collaboration, je t'avais dit qu'on reviendrait là-dessus, en fait, c'est de voir, parce qu'il y a différents modèles de collaboration qui sont possibles. Puis, c'est de prendre conscience de quelles sont vos attentes, vous, quand vous pensez à votre collaboration avec l'école, comment vous l'imaginez? Selon vous, comment que ça devrait s'inscrire, comment ça devrait se mettre en place? Et de savoir aussi l'école, donc l'enseignante actuelle de mon enfant ou l'école actuelle de mon enfant, comment que voit mon implication, comment que voit la collaboration avec la famille. Parce que parfois, si on a une vision différente de ce que peut être la collaboration, ou oui, c'est ça, que nos attentes sont différentes, c'est important d'en prendre conscience que c'est notre modèle de collaboration qui n'est pas le même. Puis comme ça enlève parfois des frustrations ou des croyances qui peuvent être erronées là, par rapport à la vision de l'autre. Donc, ça enlève certaines tensions. La première façon de collaborer va être l'implication assignée. C'est des grands mots, là, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'en tant que parent, je peux m'attendre, par exemple, que l'enseignante me dise quoi faire à la maison avec mon enfant pour ses apprentissages, puis je me limite à ça. Donc, j'attends que l'école me dise quoi faire avec mon enfant par rapport aux apprentissages. En tant que parent, j'ai tout mon rôle de parent aussi autour qui n'est pas lié à l'école dans ce cas-ci. Mais pour l'école, pour les apprentissages, j'attends de savoir ce que l'école veut de moi, ce qu'elle veut que je fasse à la maison. Donc, selon la vision que je vais avoir, ça peut être celle-là. Ça peut être aussi que je vais avoir une idée qu'une collaboration partenariale, donc on travaille ensemble. Lorsque je vous parlais de coéducation, c'est vraiment dans ce sens-là. L'école va mettre en place 3 missions. Instruire, donc donner des apprentissages là, scolaires à l'enfant. Qualifier, donc le préparer au marché du travail, et socialiser, tout ce qui renvoie au vivre ensemble. Donc, on travaille là-dessus. Instruire, qualifier, socialiser. Dans l'implication, dans la collaboration partenariale, ça va être les deux ensemble, la famille et l'école, on travaille sur ces 3 missions-là ensemble. Donc, ensemble, on travaille à faire socialiser l'enfant. Ensemble, on travaille à qualifier et instruire l'enfant. Donc, c'est vraiment dans une collaboration partenariale, la communication bidirectionnelle est très importante parce que la famille va donner des informations à l'école et l'école va donner aussi des informations à la famille pour que les deux milieux travaillent de concert ensemble
pour aider l'enfant à cheminer. Alors que dans l'implication assignée, plutôt que d'être dans une communication bidirectionnelle, c'est plutôt unidirectionnel. C'est plutôt l'école qui dit aux parents qu'est-ce qu'il peut faire pour aider son enfant, puis ça s'arrête là. Tandis que dans la collaboration partenariale, on est plus dans un échange entre les deux milieux. Il y a la collaboration avec l'espace de médiation qui est intéressante aussi dans certaines écoles. Donc, l'espace de médiation, c'est quoi? En fait, c'est que l'école va collaborer avec la famille comme dans la collaboration partenariale, mais il va y avoir un médiateur entre les deux. Par exemple, dans certains cas, là, ceux qu'on voit souvent, ça va être dans des cas où est-ce qu'il y a une barrière de la langue. Donc, il y a, par exemple, un organisme communautaire ou un intervenant là, d'un milieu quelconque qui va jouer le rôle de trait d'union entre l'école et la famille pour faire transiger là, les informations. Il y a la collaboration à distance assumée. Donc, moi, en tant que parent ou l'école, elle, est-ce que notre vision plutôt, c'est que, on parlait tout à l'heure d'instruire, qualifier, socialiser. Donc, est-ce que selon moi, l'école, elle, son rôle, c'est d'instruire et de qualifier? Donc, de donner des apprentissages à mon enfant puis de le préparer pour le marché du travail. Puis moi, en tant que parent, je travaille à le faire socialiser. Donc, on a chacun notre rôle, on n'a pas besoin de se parler, puis c'est correct comme ça. Donc, ici, on est plutôt dans une collaboration distance assumée. Et finalement, il y a la collaboration fusionnelle où est-ce que l'enseignant puis la famille font vraiment partie du quotidien l'un de l'autre. Donc, l'enseignant, parfois, va même être dans le milieu familial et les parents, les gens du milieu familial vont aussi souvent être à l'école. Donc, on est vraiment très, très, très liés de manière régulière. Donc, vous voyez que lorsqu'on passe, par exemple, d'une collaboration distance assumée à une collaboration fusionnelle, c'est vraiment deux réalités différentes. Donc, si moi, j'ai une vision en tant que parent, puis que le milieu scolaire a une autre vision, l'enseignante de mon enfant cette année a une autre vision que la mienne, moi, je peux penser, voyons, elle veut donc pas parler avec moi, puis tout ça, mais peut-être que sa vision, c'est une collaboration à distance assumée. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut discuter avec l'enseignant. Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est quoi mon rôle selon toi? Qu'est-ce que tu voudrais? Comment tu voudrais que je m'implique cette année? Donc, ça peut être des questions à poser, par exemple, en début d'année là, à l'enseignant. Puis ça permet, en connaissant les attentes de l'autre et en lui faisant connaître vos attentes, ça permet d'enlever tout le non-dit, toutes les fausses croyances là, qui pourraient apparaître là, en cours d'année. Au sein de la communauté, donc, échanger avec les autres parents. Parfois, on fait face à des situations, puis on est au-delà de notre imagination. On a mis en place toutes sortes de choses, puis on n'a plus d'idées. Puis on a l'impression, on se pose des questions, coudon, c'est moi qui ne comprends pas quelque chose. Puis le fait, là, on se met à parler avec quelqu'un autour de nous qui a des enfants sensiblement du même âge, puis on s'aperçoit que ça se passe dans les autres familles aussi, puis ça fait du bien. Notre sentiment de compétence, là, ça lui fait du bien. Donc, d'échanger avec les autres parents sur ce qu'on vit, et en même temps, les autres parents, parfois, vont nous donner des stratégies. Eux, ils ont essayé telle chose, ça peut avoir marché ou pas, mais ensuite, moi aussi, je peux le mettre en place. Même si ça n'a pas marché dans leur famille, ça peut aussi marcher dans ma famille, de mon côté. Donc, d'échanger avec les autres parents sur leur réalité, sur les stratégies qui ont été mises en place également, puis ça va me permettre d'élargir mon éventail d'idées que je peux mettre en place. Ces échanges-là avec d'autres parents, parfois, il y a des organismes communautaires qui vont mettre en place des cafés midi, des cafés causeries, où est-ce que les parents discutent comme ça sur une thématique commune. Puis, en plus, dans les organismes communautaires, souvent, il va y avoir une personne experte sur le sujet qui va pouvoir vous donner des conseils encore peut-être plus approfondis ou des stratégies auxquelles peut-être vous n'aviez pas pensé. Donc, c'est vraiment des espaces intéressants, là, les organismes communautaires pour justement là, avoir ces discussions-là. Se référer aux différentes ressources offertes. Donc, dans la communauté, il y a toutes sortes de ressources en ligne. Donc, en ligne, aller chercher des informations de manière un peu plus autonome. La communauté locale, donc se rendre à certains endroits, notamment les organismes communautaires, mais en ce moment aussi, il y a tout l'aspect de la COVID qui fait que c'est de plus en plus en ligne de manière temporaire. Temporaire qui s'étire sur le long terme, là, mais bon, on doit s'adapter. Et il y a les services publics et privés. Lorsqu'on parle de la communauté, oui, il y a les organismes communautaires, mais il y a aussi les services publics et privés que je peux aller chercher. Par exemple, si mon enfant a un trouble d'apprentissage spécifique, parfois, il y a certains services qui vont permettre là, de répondre encore, de répondre aux besoins de mon enfant là,
auxquels il fait face là, de manière plus spécifique. Donc, différentes formes de ressources, puis on va voir des exemples là, à la fin. On peut se poser la question, là, je suis en train de soutenir mon enfant ou je lui mets la pression, comment je peux le considérer? Donc, soutien ou pression, tu sais, le soutien, c'est positif, c'est une implication parentale qui est bienfaitrice, en tout cas, qui donne des bienfaits. Et la pression, ben là, je m'en vais vers quelque chose qui est un petit peu plus négatif. Puis c'est pas vers là qu'on veut aller si on veut favoriser sa réussite et son engagement. Donc, je dois prendre en compte sa perception, comment que lui, il voit. Donc, c'est des petits points de rappel de ce qu'on vient d'aborder. Identifier les progrès de l'enfant. Donc, voir les réussites qu'il y a eu pour lui souligner à lui, mais aussi pour moi m'en souvenir, pour voir que, OK, tout ce travail-là qu'on met en place, oui, il y a eu des réussites. Donc, il fait ses devoirs. Maintenant, quand il fait des crises, il est capable de se ramener, il est capable de se réguler ses émotions. Il met en place certaines stratégies. Ou il met en place certaines stratégies, je le vois. C'est pas encore efficace, mais je vois qu'il commence à y penser de lui-même. Donc, on a quand même une petite réussite. Et une fois que j'ai identifié ses progrès, c'est de voir, bien maintenant, c'est sur quoi qu'on travaille. Donc, continuer à l'accompagner là, dans ce cheminement-là. Maintenant, en tant que, par rapport aux différents points tout à l'heure, peut-être que vous aviez nommé, mais s'il y en a d'autres, est-ce qu'il y a des obstacles auxquels vous faites face là, par rapport à votre implication parentale? On vous invite à ouvrir votre micro ou simplement écrire vos commentaires dans le chat. Merci. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Dans l'implication parentale que vous mettez en place, est-ce qu'il y a certains obstacles, est-ce qu'il y a des éléments qui sont plus difficiles au-delà des points qu'on a nommés tout à l'heure ou que tout à l'heure vous avez parlé de la motivation, tout ça, puis que là, malgré les points qu'on a abordés, peut-être qu'il y a des éléments là, que vous posez encore des questions. Je peux poursuivre s'il n'y a pas de questions. De toute façon, à la fin, là, je serai ouverte aux questions que vous avez. Donc, s'il n'y a rien, je vais poursuivre. Merci. Parfait. Donc, dans le cas des familles immigrantes, dans le fond, l'implication parentale. On a parlé beaucoup de la perception du jeune. Donc, dans le cas où est-ce que le jeune est dans un parcours migratoire, quelle est son expérience, puis comment ça peut venir teinter l'implication parentale que je mets en place par rapport à sa réussite scolaire, par rapport à son vécu scolaire, en fait, parce que c'est pas nécessairement aussi juste par rapport à ses résultats, mais par rapport aussi à tout l'aspect social qu'il vit à l'école. Donc, dans le parcours migratoire, il y a tout le processus d'intégration d'une nouvelle culture que l'enfant rencontre, tout comme sa famille, là, ses parents et ses proches, qui sont aussi dans ce parcours-là. Donc, dans cette intégration-là d'une nouvelle culture, l'enfant, en fait, il va faire face, plus particulièrement le jeune, comparativement peut-être aux parents, aux personnes d'âge adulte, il va faire face à deux défis. Le défi de l'acculturation qui est commun à toute sa famille, à ses proches, mais aussi au défi du développement identitaire, parce qu'à l'adolescence, on est dans un développement identitaire, le jeune se pose des questions et tout ça, même sans parcours migratoire. Donc, le jeune qui vit cette immigration-là va être, oui, dans l'idée il a sa culture d'origine, là, il fait face à une nouvelle culture, essaie d'intégrer les deux cultures, donc toutes les différences qui peuvent se présenter, mais aussi, il y a le développement identitaire. Donc aussi, tenter de trouver, bien, lui, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut faire. Donc, tout ça, les questions qui se poseraient, même sans le parcours migratoire. Entre les deux, en plus de ça, bien, il y a aussi toute la pression face à la réussite scolaire que le jeune peut ressentir. Là. Donc, je dois m'intégrer dans une nouvelle culture, je me développe sur le plan de mon identité, trouver qui je suis et tout ça, puis je dois réussir à l'école. Donc, ça fait quand même beaucoup de défis là, pour un jeune adolescent. Et ces éléments-là, également, vont se faire entre l'enfant, lui, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'il pense en dedans de lui, mais aussi l'autre. Et l'autre ici est pluriel pour l'enfant parce qu'il y a l'autre
il y a sa famille, le milieu, là, son milieu le milieu auquel il est attaché, le milieu qui fait aussi partie de tout son parcours migratoire avec lui, mais il y a aussi le milieu de l'école où est-ce que là, il rencontre des gens peut-être d'autres cultures, des gens qui font partie de la culture d'accueil là, depuis longtemps. Donc, il est entre les deux. Ce qui va faire en sorte que parfois, l'enfant va finir par développer là, pratiquement là, une double, j'ai le goût de dire une double identité dans le sens que lorsqu'il est à l'école, il va mettre en place une certaine attitude, il va mettre de l'avant certaines valeurs, une certaine identité. Et lorsqu'il va se retrouver avec ses proches de sa culture davantage d'origine, il va davantage mettre en place les valeurs de cette culture-là. Tout ce qui est là, davantage lié là, aux coutumes, aux traditions et tout ça. Donc, il se retrouve entre les deux. Et là, il peut valser entre les deux. Donc, c'est encore plus difficile pour lui de trouver son identité dans son développement identitaire parce qu'il fait partie de deux milieux qui peuvent se distinguer. Donc, parfois, cette acculturation-là, il va la vivre de manière cohérente entre les deux milieux, mais ça peut arriver que dans les deux milieux, ce soit plus différent. Donc, ça peut représenter un défi supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le jeune dans sa construction identitaire, mais aussi dans son acculturation, donc l'intégration de sa nouvelle culture? D'aider l'enfant à donner un sens à cette migration-là. Pourquoi il vit cette migration-là? Donc, quel est l'objectif? Quelle est la visée pour qu'il puisse comprendre soit les préoccupations, qu'il puisse comprendre qu'est-ce qui est à la source de ces changements-là dans sa vie. La connaissance de son histoire familiale et de sa culture d'origine, notamment pour comprendre parfois les différences qu'il peut remarquer entre ce qu'il vit dans son milieu scolaire ou dans d'autres milieux que le milieu scolaire et ce qu'il vit aussi lorsqu'il est entouré des gens de sa culture d'origine. Donc, en comprenant, dans le fond, que justement, ça fait partie de la culture d'origine, cet élément-là. Et donc, il va être capable de mieux le comprendre et davantage de mieux l'intégrer là, dans cette nouvelle culture-là qui est en train d'intégrer. Là, quand je parle de la nouvelle culture, je parle d'une intégration entre sa culture d'origine et la culture d'accueil. Le sentiment d'être soutenu, donc que l'enfant sente que son parent comprend dans quoi qui se retrouve le jeune, qui comprennent, qui sentent que le parent comprend que, ben oui, il est dans son développement identitaire à l'âge adolescente, puis aussi, ben, qu'il se retrouve dans des milieux où est-ce que les valeurs mises de l'avant, les façons de penser, tout ça, sont tellement différentes d'un milieu à l'autre parfois, et donc, oui, c'est difficile, puis c'est normal qu'il trouve ça difficile. Donc, juste de normaliser le fait que l'enfant trouve ça difficile, le jeune va se sentir plus soutenu et davantage, sans doute, plus à l'aise de pouvoir échanger puis de parler de ce qu'il ressent à ce moment-là. Donc, c'est ce qu'il soit accueilli dans cette difficulté-là, peut-être à laquelle il fait face. Voilà. Donc, l'accueil égalitaire et interculturel, donc, qui se sentent à l'aise d'en discuter, à l'aise de discuter des tensions auxquelles il fait face, des questions qui se posent, des préoccupations qu'il a, des questionnements qu'il peut avoir. Par rapport à la collaboration école-famille, donc là, on a parlé davantage de l'implication parentale. Par rapport à la collaboration école-famille, des éléments, donc, de considérer que c'est des rôles complémentaires entre l'école et la famille, mais qui ne sont pas les mêmes, dans le sens que ce n'est pas nécessairement une situation hiérarchique où est-ce que l'enseignant est au-dessus du parent. Donc, l'enseignant et le parent, on est dans un milieu où est-ce qu'on va viser la coéducation, une communication bidirectionnelle, donc une ouverture à entendre le point de vue l'un de l'autre, donc puis que chacun aussi a son rôle là, face à l'enfant. Donc, c'est vraiment un travail de concert qui est mis en place dans le but d'avoir une cohérence entre les pratiques. Donc, par exemple, si on vise que le besoin de l'enfant, c'est de développer son autonomie,
tout à l'heure lorsqu'on parlait de besoin. Donc, si on veut aider l'enfant à cheminer, on vise le développement de son autonomie. Donc, de mettre en place des pratiques à l'école qui aident l'enfant à développer son autonomie et que ces pratiques-là sont poursuivies d'une certaine façon à la maison. Est-ce que c'est les mêmes pratiques qui sont mises en place? Peut-être pas, mais qu'à la maison aussi, on cherche à développer l'autonomie de l'enfant, qu'on met en place certaines stratégies pour le faire. Donc, soutenir l'apprentissage de diverses façons. Parfois, à l'école, ils vont travailler certains apprentissages d'une certaine façon. À la maison, vous pouvez vous informer comment c'est travaillé à l'école pour continuer à travailler de la même façon à la maison. Mais parfois aussi, on va avoir d'autres façons de travailler et ça va être tout aussi pertinent là, si l'enfant est ouvert là, à apprendre à voir de nouvelles façons. Parfois, on veut essayer d'expliquer la démarche à l'enfant puis dire « Oh non, non, à l'école, c'est pas comme ça qu'ils nous le montrent, là, tasse-toi. » Dans ce temps-là, c'est d'aller chercher, d'accepter la perception de l'enfant puis de respecter cette demande-là de ne pas le mélanger. Mais si l'enfant est ouvert à ce qu'on lui montre d'autres façons, de continuer à le faire. Sinon, ça peut être aussi de travailler les apprentissages dans d'autres contextes, comme tout à l'heure, je vous disais, des lectures pas nécessairement scolaires, pas nécessairement académiques, mais qui l'aident à travailler sa lecture, à aller travailler avec des jeux de société, avec des activités autres qui permettent de mettre de l'avant quand même ces apprentissages. Et se tenir informé de ce qui se passe à l'école, de comment que l'enfant évolue, parce que parfois, on a l'impression que notre enfant va bien, tout va bien, et par exemple, début secondaire, là, les parents peuvent commencer à se dire « Ah, tout va bien, mon travail de parent en tant que parent, il est fait côté apprentissage scolaire, maintenant l'école s'en occupe, on se retire un petit peu, puis oups, finalement, il y a eu une pente descendante côté engagement, côté réussite, puis quand le parent recommence à s'impliquer, il est peut-être rendu, la situation est peut-être très avancée. Donc, se tenir informé, garder un suivi, garder un œil sur ce qui se passe. Si ça va bien, parfait, je respecte l'autonomie de l'enfant, mais je regarde quand même de loin ce qui se passe pour que si je remarque quelque chose, une difficulté qui apparaît, bien, je suis là pour l'aider. Je vais passer plus vite parce que là, je regarde l'heure, je vais aller un peu plus rapidement sur les points importants. Les facilitateurs par rapport dans la collaboration école-famille migrante, il y a tout l'aspect de valorisation de l'éducation en fait, c'est des éléments là, soulignés par des personnes enseignantes. Dans le fond, ils relèvent que la valorisation de l'éducation dans les milieux de familles immigrantes va être très positive. Donc, ça va vraiment aider à cette collaboration-là parce qu'ils sentent vraiment que c'est important à l'école, qu'il y a un respect pour l'école et les personnes enseignantes, puis que les attentes sont élevées à la maison par rapport à la réussite de l'enfant, et ça, c'est positif. Donc, qu'on ait des attentes élevées pour notre enfant, c'est tout à fait positif. C'est dans la façon de montrer à l'enfant que là, il faut doser entre le soutien et la pression, là, comme je vous disais tout à l'heure. Les difficultés potentielles qui peuvent se présenter, il y a la barrière de la langue. Il y a aussi tout ce qui renvoie aux écarts culturels, donc les valeurs qui ne sont pas nécessairement toujours les mêmes, la vision de l'apprentissage ou du rôle de chacun. Donc, de là, l'importance, comme je vous disais tout à l'heure, parfois de mentionner vos attentes et de demander à l'école quelles sont les leurs. Donc, pour aller chercher là, une compréhension du regard de l'autre, puis que l'autre soit au courant aussi de nos attentes pour qu'il puisse s'adapter. Donc, voir là, comment on peut répondre aux attentes d'un côté et de l'autre. Ensuite, les connaissances du système scolaire québécois. Donc, sur ce point-là, tout à l'heure, j'ai une ressource vraiment intéressante que je peux vous suggérer. Donc, de voir, parce qu'au secondaire, je vous dirais, il y a tellement d'options qui s'offrent aux jeunes. Ce n'est pas nécessairement secondaire 1 à 5, il y a toutes sortes d'autres parcours qui peuvent être offerts à l'enfant selon ses besoins. Et c'est ça, il y en a vraiment beaucoup. Il y a parfois les parcours professionnels. Il y en a vraiment plusieurs. Puis je vous dirais que d'une année à l'autre, il y en a encore plus qui apparaissent que moi-même, là, il y a à peu près 4-5 ans, je m'étais vraiment mis à jour là-dessus. Puis là, il y en a encore beaucoup qui ont sorti. Donc, de voir les différentes options qui s'offrent pour voir bien, par rapport aux besoins de mon enfant, par rapport à ses intérêts, bien, qu'est-ce qui peut lui permettre là, d'aller atteindre l'objectif là, qui est visé. Et limite des ressources, parfois, bien, c'est ça, c'est les connaissances du système scolaire québécois, la barrière de la langue. Parfois, c'est aussi par rapport à l'horaire, donc le temps à investir là, dans l'implication parentale. Donc, encore là, il y a des ressources qui existent qui peuvent accompagner le parent là, immigrant
pour soutenir son enfant. On va les voir un peu plus loin. Une ressource, en fait, je vous dis un peu plus loin, mais en fait, je vous en parle aussi ici. Une ressource vraiment fondamentale dans la collaboration école-famille, lorsque la famille n'a pas nécessairement toutes les ressources, temps, énergie, tout ça. Donc, des organismes communautaires, donc la communauté, les organismes communautaires, surtout, qui sont mis de l'avant. Il y en a vraiment beaucoup qui répondent à différents besoins. Donc, il y a les organismes communautaires qu'on peut appeler grand public, donc qui, par exemple, soit qui vont offrir de l'aide aux devoirs, du tutorat, mais vraiment là, à différentes populations. Et il y a des organismes communautaires qui vont plus être ethnospécifiques, qui vont davantage être spécialisés dans l'accompagnement justement des familles immigrantes. Donc, ces organismes communautaires-là, ça va offrir un espace intermédiaire entre l'école et la famille qui va permettre parfois de faire le trait d'union, notamment lorsqu'il y a la barrière de la langue, comme je vous disais, mais aussi lorsqu'il y a des écarts culturels où est-ce que OK, le milieu familial a certaines valeurs, le milieu scolaire met d'autres valeurs de l'avant. Donc, ces organismes communautaires-là qui sont plus spécialisés par rapport aux familles immigrantes, c'est dans le fond, c'est des personnes qui vont très bien connaître la culture d'origine, donc la culture d'accueil, donc qui vont déjà voir de manière proactive, là, déjà à l'avance, quels sont les points de tension possibles et qui vont pouvoir accompagner la famille à faire face à ces points de tension-là avec le milieu scolaire. Parfois aussi, les organismes communautaires qui sont ethnospécifiques, ils vont travailler aussi avec le milieu scolaire pour que le milieu scolaire puisse mieux comprendre, dans le fond, les attentes et les valeurs mises de l'avant par la famille immigrante et donc pour qu'il y ait une collaboration là, plus cohérente qui soit mise en place. Et c'est un milieu aussi de socialisation puis de soutien tout à fait pertinent là, pour les gens où est-ce qu'ils se sentent davantage en sécurité sur le plan affectif que je parle là, lorsque je parle de sécurité, parce que c'est un endroit où est-ce qu'il n'y a pas d'évaluation formelle comme à l'école. Donc, c'est un endroit où est-ce que si je fais mes devoirs, si je fais mes études, si je travaille un tel apprentissage, bien, je ne me sens pas nécessairement, je me sens pas évaluée en fait là, comme à l'école. Donc, c'est un endroit là, qui va être souvent là, très aidant pour les gens. Donc, différents éléments qui peuvent être faits dans ces organismes communautaires-là. Il y a l'accueil des familles immigrantes, donc toutes les informations par rapport à l'inscription à l'école, les missions de l'école, donc toutes ces informations-là par rapport à lorsqu'on arrive là, avec l'enfant pour qu'il puisse accéder à l'école et qu'il puisse s'installer aussi là, dans un quotidien scolaire. Partage d'informations, que ce soit par la traduction des informations, que ce soit aussi par la connaissance justement des différentes options qui s'offrent à l'enfant lorsqu'il est à l'école secondaire selon ses besoins. Des activités pour les élèves immigrants et leurs familles, donc dans l'idée de socialiser, d'échanger avec d'autres parents. Donc, c'est un bel endroit. Tout à l'heure, je parlais d'échanger avec d'autres parents pour voir qu'est-ce qui est vécu, qu'est-ce qui est rencontré comme difficulté, quelles sont les stratégies qui sont essayées. Ça peut être des beaux endroits pour ça. La médiation entre l'école et la famille. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du trait d'union dans le modèle avec un espace médiateur. Et sensibilisation de l'école aux défis de l'immigration, donc la réalité des familles immigrantes pour que l'école puisse adapter les demandes, aussi là, comprendre davantage là, les valeurs et les attentes là, des parents. Voilà, ça fait le tour. Je suis allée un peu plus vite là, parce que je vois l'heure qui avance. Dernière question, parce que là, je vais aborder le point en temps de COVID-19. Donc, j'avais le goût de voir, COVID-19, tout à l'heure, on a parlé de la motivation qui était plus difficile. Est-ce qu'il y a autre chose qui apparaît par rapport à la COVID-19 de votre côté, des défis, des difficultés auxquelles vous avez fait face? Donc, même processus qu'avant, vous invite à ouvrir vos micros puis vous manifester si vous voulez intervenir. Merci. Oui, bonjour. J'ai une autre question, s'il vous plaît. Oui. Vous avez parlé dans le chapitre avant celui-ci sur les règles et les limites qu'il faut qu'on établisse, nous, en tant que parents, envers nos enfants. La question est, est-ce qu'il y a un bill book, est-ce qu'il y a une recette pour ça? À un moment donné, on ne sait pas, nous-mêmes, on ne connaît pas nos limites, là, ce qu'on est comme
un peu mou avec nos enfants. On ne peut pas savoir si on est sévère. Donc, on apprend avec nos enfants, puis à un moment donné, on ne sait pas où est-ce qu'on est. Donc, comme on dit, des fois, on a peur si je me rappelle l'expression forcer, c'est casser. On a peur de mettre beaucoup de règles ou de limites ou qui soient sévères. On pense c'est pour le bien de nos enfants, mais finalement, des fois, on est tout à fait à côté, quoi. Oui. Oui, en fait, effectivement, la Bible n'existe pas sur ce plan-là. Là. Si elle existait, j'aimerais l'avoir moi aussi. Donc, on se pose Je tout le sais que temps c'est ces une questions. question difficile, mais c'est comme et on peut pas aller poser la question. On peut aller poser la question ailleurs, mais c'est pas le même contexte. C'est comme c'est pas la même famille, c'est pas les mêmes. Les enfants, ils sont pas pareils, puis les contextes familiaux aussi sont pas pareils. Donc, c'est beau d'aller voir qu'est-ce qui se passe chez les autres, mais ça s'applique pas automatiquement chez nous à la maison, quoi. Oui, Merci beaucoup pour votre effectivement. question. Oui, merci. Je suis tout à fait d'accord. Puis c'est une excellente question, en fait, de là à savoir. En fait, je vous répondrai ce que je dis parfois, parce que les enseignants, je forme aussi des enseignants, puis parfois, c'est des enseignants qui me posent cette question-là. Jusqu'où, tu sais? Puis la réponse souvent que je leur donnais, c'est, premièrement, ben, c'est de voir mon enfant. Pourquoi j'impose cette limite-là à mon enfant? Est-ce que c'est pour son bien ou pour mon bien à moi? Donc, ça, c'est une première chose. Qu'est-ce que je vise chez mon enfant lorsque je mets en place cette limite-là ou cette règle-là? Quel est l'apprentissage que je veux qu'il développe ou qu'est-ce que je veux mettre en place chez lui? Parfois, on va mettre une règle ou une limite parce qu'on se dit si continue ce comportement-là, ça n'a juste pas de bon sens. Par exemple, ses relations sociales, ça va devenir vraiment difficile, ça va entraîner certains conflits, tout ça. Donc, j'impose cette règle-là, cette limite-là à mon enfant. Ça peut être aussi, par exemple, un couvre-feu parce que je le vois que sinon, il est fatigué puis que c'est difficile pour lui de se lever le matin. Puis à l'école, ben, ses comportements sont plus perturbateurs lorsqu'il n'y a pas le sommeil requis. Donc, c'est de voir justement si je n'impose pas cette règle ou cette limite-là, qu'est-ce qui va arriver? Puis si, ben, c'est ça, il va avoir de la difficulté à l'école, ses comportements vont être plus perturbateurs, il y a plus de conflits, il me répond de manière vraiment plus insolente quand il est fatigué. Donc, dans ce cas-là, je le vois que la règle et la limite, je la mets en place, puis c'est pour son bien-être, pour son bon développement. Il y a aussi l'aspect de si je ne mets pas la limite, bon, il y a la réaction de l'enfant, mais aussi quelle est ma réaction à moi. Donc, ça, c'est un aspect aussi que je disais aux enseignants. Si, par exemple, la limite, vous tentez là, de soit la repousser un petit peu, puis que là, oups, vous commencez à développer certaines émotions en dedans, que c'est plus difficile, vous êtes plus impatient, que ça commence à vous fâcher, bien, c'est peut-être que votre limite était avant ça. Donc, de mettre la limite un petit peu plus avant. Donc, puis la limite, quand je dis de mettre en place des règles et des limites, c'est vraiment pas dans l'aspect punitif, dans l'aspect avec les sourcils froncés, puis le doigt dans les airs, puis d'avoir un ton dur et de lever le volume de la voix, mais c'est vraiment plus de dire à l'enfant, voici la limite, puis de la faire respecter. Et là, si l'enfant veut aller au-delà de la limite, bon, on répète la limite. Puis s'il veut encore aller au-delà de la limite, bien, il y a une conséquence. Et là, la conséquence, bon, on va aller chercher un apprentissage avec l'enfant qui voit si, justement, il ne respecte pas cette limite-là, voici ce qui peut arriver. Puis on va aller plus dans ce sens-là. Mais c'est surtout aussi ensuite d'être cohérent d'une fois à l'autre, de toujours mettre la limite à la même place. C'est surtout ça l'important parce que parfois, l'enfant, bien souvent, l'enfant, en fait, il va tester la limite les premières fois, mais quand il va s'apercevoir que la limite est toujours à la même place, le respect de la limite va arriver. Il y a un jeune qui m'avait déjà dit, moi, j'aime ça avec les enseignants parce que je vais toujours voir jusqu'où ils se rendent, voir si aujourd'hui, c'est une bonne ou une mauvaise journée. Puis quand que je vois, pardon, que l'enseignant il accepte 2 fois, toujours, bien, à un moment donné, j'arrête de le tester, lui, parce que je sais que c'est toujours ça. Tandis, ce ne sera pas long, je vais prendre une gorgée d'eau. Puis il disait, quand je vois que ça change d'une journée à l'autre, bien, j'ai toujours le goût d'aller voir jusqu'où qu'elle va se rendre aujourd'hui. Donc, j'ai le goût de dire la même chose aussi aux parents. Donc, c'est d'être cohérent et constant. Puis de viser toujours le bien de l'enfant
le bien de l'enfant, voir qu'est-ce que je vais aller chercher avec cette règle et cette limite-là. Je pense que ce serait la réponse la plus claire que je pourrais vous donner. Merci beaucoup. Puis, vous avez parlé aussi d'expliquer des règles. À un moment donné, c'était facile, ça passait quand ils étaient plus jeunes, quand ils étaient comme au primaire, mais rendus des ados au secondaire, expliquer des règles et on rentre des fois dans un débat là, puis on oublie les règles. Ouais, C'est- ouais. Excusez-moi, j'interviens rapidement. Je pense que pour la question, on pourrait la garder pour la fin. Question qu'on puisse enchaîner avec la question sur la pandémie. Si vous voulez bien, je pense que votre question est très pertinente, mais question qu'on puisse aborder peut-être plus les questions de la pandémie sur le sujet de la diapositive, puis à la fin, on va pouvoir peut-être la garder là, monsieur. C'est très, très important. Merci. Parfait. Moi, Donc, allez-y. Moi, je voulais parler un petit peu de la pandémie, des défis qu'on a. C'est sûr que le fait que les enfants qui font le télé-école, j'allais dire télétravail, qui font l'école à distance, c'est tout un grand défi. Moi, j'ai mon garçon qui va au secondaire, donc une fois sur deux. Et même à ça, c'est la motivation. On voit que la motivation, surtout les jours où il ne va pas à l'école, c'est difficile. Donc, il dort plus tard, il se réveille difficilement le matin. Alors, quand c'est les jours de l'école, ça change pas mal. On voit un petit peu le sourire dans son visage. On dirait qu'il est plus motivé. Donc, heureusement, je me dis une fois sur deux, c'est mieux que rien. Mais quand même, c'est un défi hein, de les motiver et puis qu'ils soient toujours concentrés sur leur travail. Des fois, même avec la bonne intention, mais c'est la façon comment ils vont suivre les cours. Hein, l'attention, elle est difficile à voir avec Zoom. C'est ça, c'est vraiment difficile de les motiver, de les encourager à garder le cap. oui, effectivement. Merci pour les points que vous soulevez. Je vais débuter, puis on va aborder certains points là, que vous soulevez justement dans ces difficultés-là auxquelles on fait face là, en ce moment. Donc, le contexte de la COVID-19, en tant que parent, en fait, qu'est-ce que ça amène en tant que parent qui veut s'impliquer dans les apprentissages de son enfant? C'est que ça va alimenter un certain stress. On a toutes sortes de réalités là, par rapport au contexte de la pandémie. Donc, au printemps, on a été quelques semaines ou plusieurs semaines selon les situations avec les enfants à temps plein à la maison. Bon, parfois avec un emploi, parfois avec une perte d'emploi liée justement au contexte pandémique. Donc, il y a vraiment toutes sortes de stress. Il y a aussi eu le stress par rapport à l'état de santé de nos proches ou à l'état de santé des membres de notre famille. Donc, tout ce stress-là, qu'est-ce que ça fait en fait? C'est que ça va avoir une influence sur le sentiment de compétence en tant que parent. Donc, lorsqu'on vit beaucoup de stress, on va se sentir moins compétent parce que là, on est attaqué de toutes parts avec toutes sortes de choses, perte d'emploi, les enfants gérés avec l'emploi à distance parfois. L'emploi à distance, ça amène un aspect technologique auquel on est moins habitué. Donc, bref, tout ça fait en sorte qu'on a plus de difficultés, on vit plus de stress et là, on se sent moins compétent un peu sur tous les plans, un peu moins compétent au travail, un peu moins compétent auprès de notre enfant dans le soutien qu'on essaie de lui donner. Puis l'enfant, il vit aussi tout ce stress-là également de son côté. Donc, l'idée, c'est de s'outiller pour faire face au contexte actuel. Plus qu'on a d'outils, plus que ça peut aller mieux. Donc, tous les aspects qu'on a vus tout à l'heure sont les mêmes, à part que les interactions se déroulent davantage en ligne, là, mais sinon, ça reste tout pareil. Les points qui sont à garder en tête pour essayer, en fait, avant d'aborder ça, je dois vous dire que les connaissances par rapport au contexte de la COVID-19, il y a des études qui sont en cours, mais c'est sûr qu'on est tous essayés en même temps de cette situation-là et les connaissances ne sont pas prêtes parce que c'est nouveau, c'est un nouveau contexte, on n'a pas connu ça, personne encore. Donc, on s'appuie sur les connaissances qu'on avait déjà, mais ils ne sont pas nécessairement, ces connaissances-là que je vous présente ne sont pas nécessairement appuyées par des études parce que justement, c'est nouveau et les résultats d'études ne sont pas encore nécessairement sortis. Mais ce qu'on sait, c'est que le stress qui est vécu dans le cas de la COVID-19 fait en sorte qu'on se sent moins outillé, qu'on se sent plus
rapidement à bout de ressources parce que justement, on fait face à des situations où est-ce qu'on est demandé là, de toutes parts à s'adapter. Donc, pour essayer de réguler le stress qu'on vit, dans le but d'avoir un meilleur accompagnement de notre enfant par rapport à l'implication parentale, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en tant que parent autour du suivi scolaire de notre enfant pour tenter de réguler un petit peu plus ce stress-là? Tout d'abord, il y a la routine. Le point que vous avez souligné, je pense que c'est Adèle là, que vous l'avez souligné, oui, le point sur la COVID-19, c'était vous. Donc, la routine. Donc, les matins qui sont en ligne, qui sont à distance, se lever un peu plus tard, tout ça. Parfois, le jeune va vouloir rester davantage en pyjama, va déjeuner plus tard, donc va se coucher plus tard, peu importe, parce qu'il va se coucher plus tard la veille parce qu'il sait qu'il n'a pas assez levé pour aller à l'école et tout ça. En fait, c'est de tenter de garder la routine habituelle pour justement pas qu'il y ait un dérapage. Donc, garder la même routine, on se couche à la même heure, on se lève à la même heure, on essaie d'avoir les mêmes habitudes, les mêmes comportements qu'habituellement pour qu'il n'y ait pas une tangente qui soit prise vers autre chose. Donc, d'encourager l'enfant à rester dans cette routine-là. Organiser l'horaire. Donc, organiser l'horaire, c'est, par exemple, il y a les rencontres en ligne, mais il y a aussi les travaux à faire à distance où est-ce qu'ils sont un peu plus autonomes par rapport à ça. Donc, ils se mettent en place une routine, puis que dans l'horaire, ce soit déterminé, par exemple, bien, de telle heure à telle heure, donc il peut se faire un horaire soit au début de la semaine que bien, le mardi matin, il n'y a pas de rencontre en ligne, mais c'est tel travaux, les travaux en lien avec tel cours qu'il va faire. Donc, de mettre à l'horaire des plages horaires où est-ce qu'il y a vraiment une tâche déterminée à faire pour s'assurer qu'elle soit faite et qu'elle soit faite dans un temps qui est optimal. Par exemple, le matin ou l'après-midi est sans doute préférable qu'à 21h le soir là, pour faire ses travaux. Donc, essayer de placer ça dans l'horaire de manière optimale avec le jeune, puis aussi pour que le jeune voit que, OK, à telle heure, j'ai tel travail, et non pas que ça se ramasse tout à la veille de l'échéance, là, où est-ce qu'il doit rendre ces travaux-là. Donc, essayer de créer des habitudes, créer un horaire normal pour rester attaché à une régularité, à quelque chose là, qui est davantage constant dans son horaire. Mais j'en conviens, là, c'est toutes sortes de défis là, de faire face à tout ça. Mais on essaie d'y aller avec quelque chose de plus régulier. Ça permet qu'on a moins de stress et donc on se sent un petit peu plus compétent, un petit peu plus capable de faire face à ce qui se présente. La clarification et la priorisation des objectifs. Donc, l'idée qu'on est en pandémie, on est toutes face à la même tempête. Donc, c'est normal que tout ne soit pas comme avant. On n'est pas dans le même contexte que v'là un an. Donc, de comprendre que c'est normal qu'on ne vise pas tous les mêmes objectifs que v'là un an, ou en tout cas qu'on ne les vise pas tous au même rythme. Donc, parfois, de se permettre que, OK, oui, OK, c'est correct, il y a tel élément que, par exemple, au moins une fois par semaine, on s'obligeait de faire telle chose. C'est correct cette fois-ci. Oui, on veut organiser l'horaire. Oui, on veut garder la routine. Mais là, vu le contexte, vu ce qui arrive, vu ci, vu ça, on se permet à voir qu'est-ce qui est important. Ça, on le garde en place. Ça, on s'assure que c'est fait. Et le superflu, le surplus, les bonus, on regarde là, si on peut les placer, mais sinon, on ne développe pas un sentiment de culpabilité là, parce que ça n'a pas été atteint. Et bon, toujours les fameuses ressources. Donc, il y a toutes sortes de ressources qui sont offertes en ligne. Les organismes communautaires se sont beaucoup adaptés en offrant leurs services en ligne. Donc, tout ça, c'est d'aller voir qu'est-ce qui s'offre et j'y viens dans 2 diapositives. Donc, on y arrive. Juste avant d'arriver aux ressources, aux fameuses ressources que je vous parle depuis le début, il y a la place des écrans. Donc, on se pose la question, en ce moment, les écrans, le jeune, par rapport à l'école à distance, il est souvent devant son écran, mais sinon, en plus, les sorties sont coupées, il ne peut pas tant aller voir, il peut pas aller voir ses amis, à part avec l'assouplissement de certaines mesures dans certaines régions, mais sinon, notamment dans la région de Montréal, c'est vraiment plus difficile, c'est plus difficile, les mesures sont toujours là. Donc, les écrans demeurent un élément que l'enfant va souvent aller vers ça parce que c'est quelque chose qui est à sa portée, qui répond à ses intérêts et donc, il a le goût d'y aller. Donc, les écrans, dans le contexte actuel, c'est de trouver un équilibre avec les besoins du moment. Donc, en ce moment, oui, il y a l'école à distance. En ce moment, il n'y a pas
les contextes pour socialiser comme habituellement. Et on sait que socialiser pour les jeunes, ça va être quelque chose d'important. Ça fait partie, le sentiment d'appartenance et tout ça fait partie notamment de ce qui les motive et ce qui les engage à l'école. Dans les interventions qui ont été faites aussi tout à l'heure, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup. Donc, c'est de voir par rapport aux écrans, quelles sont les fonctions de l'écran que mon jeune est en train d'utiliser. Donc, pourquoi il utilise les écrans? Est-ce qu'il est en train justement de faire des cours en ligne? Donc, ça, on ne le compte pas nécessairement dans le temps d'écran parce que les cours en ligne, c'est pour ses apprentissages et tout ça. Donc, on ne le compte pas nécessairement. Est-ce qu'il le fait pour socialiser et socialiser de manière positive? Donc ça, OK, il socialise, il parle, il a appelé par exemple ses grands-parents, il a parlé avec ses amis. Donc, ça lui fait du bien parce qu'en ce moment, il est plus isolé, l'enfant, le jeune. Donc, pour lui, c'est quelque chose de positif. Donc, si c'est dans ce sens-là, on va l'évaluer autrement. Si le jeune est en train de jouer à des jeux comble-temps, qui n'a pas nécessairement d'aspect éducatif, que c'est un jeu qui peut même avoir certains aspects là, de violence et tout ça, là, on va l'évaluer autrement que s'il est en train de socialiser ou s'il est en train de socialiser avec des personnes qu'il connaît ou s'il est en train de suivre un cours à distance. Donc, c'est de voir quelle est la fonction là, de l'écran en ce moment pour mon enfant. Ensuite, les répercussions de l'écran. Donc, l'écran peut être positif pour les apprentissages et tout ça dans le contexte actuel, mais si je suis en train de remarquer que mon jeune, lorsqu'il lâche l'écran, là, il est cerné, il est fatigué. Lorsqu'il fait de l'écran, il a de la misère à s'endormir. Lorsqu'il fait de l'écran, il est en train de se fâcher devant son écran parce qu'il est en train de jouer à un jeu, puis que là, il perd, puis qu'il est fâché, il a de la misère à se contrôler. Même quand il lâche son écran, après, si j'essaie de discuter avec lui, d'interagir avec lui, il est plus agressif. Je sens là, que j'entre dans sa bulle davantage que quand il ne touche pas aux écrans. Donc, tout ça, c'est des éléments à considérer, de voir, OK, peut-être qu'il faudrait que je mette une limite davantage sur l'écran. Si je vois que son sommeil est perturbé, qu'il s'alimente différemment, il saute des repas parce qu'il est sur son écran. Son hygiène de vie, il bouge moins, fait moins d'exercice, il saute une douche de manière régulière parce qu'il est sur son écran, il ne s'est pas changé. Donc, regardez l'ensemble. Quelles sont les répercussions que les écrans ont sur sa vie quotidienne? Et si je remarque des changements sur son aspect, sur son bien-être physique, mais aussi sur le bien-être affectif, donc je le sens plus à fleur de peau et tout ça, ça montre que la limite est dépassée, qu'il faut revenir à un temps d'écran là, plus faible que ce qui est là, lui offrir d'autres occupations, là, lui donner d'autres idées de ce qui pourrait être fait, mais aussi parfois de s'impliquer justement dans ces autres idées-là, parce que lui donner l'idée, c'est une chose, mais parfois, ça va être d'essayer de faire quelque chose justement avec le jeune, toujours selon comment que l'enfant reçoit ça, pour essayer de le détourner un peu des écrans. Et une gestion adéquate, donc, garder un certain regard sur ce qui est fait, donc voir les différentes fonctions, garder une limite en fonction des répercussions que je vois, de qu'est-ce que je juge qui est bien ou qui est au-delà là, de ce qui est bien pour mon enfant. Et encore là, il n'y a pas nécessairement là, de réponse claire pour tout le monde. Ici, c'est les ressources. Je vois qu'il est 20 heures, là, donc je vais rapidement pour les ressources. Vous allez avoir les ressources là, parce que j'ai toutes mis les liens URL pour chacune, mais je les ai divisées en différentes catégories. Il y a les deux premières où est-ce que 211, c'est une ligne téléphonique que vous appelez un peu comme le 811 et le 911. 211, donc selon vos besoins, ils vont pouvoir vous orienter vers différentes ressources. Mais sur le site Internet, vous cliquez sur la région où vous êtes et il y a toute une liste. C'est tout divisé selon les besoins. Et il y a toute une liste d'organismes communautaires et de ressources qui vous est suggérée dans votre communauté locale. Donc, c'est vraiment intéressant, cette ressource-là. Parents Québec, un site où est-ce que, encore là, ils vont vous référer vers différentes ressources. Si vous faites face à des difficultés vraiment importantes, vous avez essayé différentes choses, vous ne voyez plus ce que vous pouvez faire, vous êtes à bout de ressources, il y a du soutien qui est personnalisé. Souvent, ça va être des lignes là, vous pouvez cliquer pour voir le site, mais le site va vous donner un numéro de téléphone où vous pouvez appeler. Et c'est un soutien personnalisé. Ils vont parler avec vous, évaluer qu'est-ce qui est en train de se passer. Ils vont vous aider à voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour aider votre enfant là, face à la difficulté là, rencontrée. Il
Il y a les sites soutien aux apprentissages. Donc, par exemple, votre enfant a une difficulté avec ses apprentissages sur un élément particulier. Il y a Allo Prof ou Allo Prof Parent où est-ce que vous pouvez appeler. Il y a vraiment encore là un soutien qui est donné pour vous aider dans l'apprentissage précis, expliquer la matière. Dans le fond, joue au mini-prof. Puis il y a tous les autres sites là, en dessous là, qui sont d'autres ressources super intéressantes là, pour vous aider à soutenir les apprentissages de vos enfants. Et tout ça, c'est davantage en ligne ou au téléphone. De l'autre côté, j'ai mis tout ce qui est davantage lié à la communauté locale, les organismes communautaires où vous pouvez vous rendre pour socialiser, échanger tout ça en temps de non-pandémie. Mais sinon, il y a aussi des ressources en ligne là, qui sont offertes, mais toujours dans la communauté locale. Donc, les maisons des familles, maisons des jeunes, il y en a dans toutes les régions. Pratiquement. Là. Donc, vous cliquez sur le site, puis vous voyez dans les régions, votre municipalité, tout ça, celles auxquelles vous avez accès. Et des ressources pour les familles immigrantes, donc, comme je vous disais tout à l'heure, qui vont avoir vraiment une expertise là, pour accompagner les familles immigrantes. Il y a le TCRI, la table de concertation, que sur le site, dès que vous entrez, il y a les informations en différentes langues sur le système scolaire québécois. Donc, tout à l'heure, je parlais de ça. Si c'est des informations qui vous intéressent, là, il y a notamment sur cette page-là qu'il y a des vidéos vraiment bien expliquées, bien vulgarisées, là, qui expliquent là, le système scolaire québécois. Et ensuite, bon, selon la région, différentes ressources aussi qui peuvent être consultées ou en temps de non-pandémie, là, où vous pouvez vous rendre là, pour aller chercher des informations ou un soutien qui répond à certains besoins. Donc, voilà, ça a été rapide pour cette page-là, mais vous avez toutes les URL. Donc, je vous invite fortement à aller explorer ces pages-là selon vos besoins parce qu'il y a vraiment de belles ressources qui existent, mais c'est ça, il faut seulement aller chercher ces informations-là. Mais vraiment, là, ça donne vraiment un bon coup de pouce, tout ça. Je vous remercie. Puis, je suis toujours disponible s'il y a des questions, là, même si j'ai dépassé mon temps. Je suis désolée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Nadeau. On va prendre les questions suite à l'atelier. Donc, je sais que j'avais Monsieur Merjani qui avait une question en lien avec le contexte de la pandémie. Est-ce que vous voulez la poser oralement, monsieur, ou vous voulez que je la pose pour vous? C'est comme vous voulez, monsieur. Oui, je peux la poser, ce n'est pas un problème. Oui, donc...